Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire. Pour cet épisode, je reçois un invité que l'on connaît déjà, qu'on adore et qui n'a pas pris une ride. En effet, alors qu'il avait créé la société InVision, nous avons enregistré l'épisode numéro 85 à l'époque. Donc ça doit faire à peu près 7-8 mois par rapport à aujourd'hui. Je vous invite à réécouter en complément de ce nouvel épisode, cet épisode 85, car nous avions abordé la genèse de InVision, comment en était-il arrivé là, et la création de la société et de ses douleurs, difficultés, mais aussi de ses plaisirs. Il est de retour à ce micro pour un catch-up, car il a poursuivi son aventure d'entrepreneuriat avec un nouveau projet, celui de créer un nouveau logiciel métier original dans le fond, mais également dans la forme. Je l'ai à nouveau invité pour nous raconter où en est son aventure entrepreneuriale, la croissance de InVision, son activité clinique et nous parler de son nouveau projet en plein développement. Avec David, c'est toujours du concret, du franc-parler, une bonne dose d'énergie. J'avoue qu'à cet épisode 85, j'avais pris un grand plaisir. Bienvenue David et bienvenue à nouveau au Gueule du Dentaire. Bonjour Stéphane. Voilà. Effectivement, c'est toujours un plaisir d'être là et de participer à ce podcast. Ça avait été super la dernière fois pendant le premier podcast qu'on avait fait ensemble pour présenter la première aventure entrepreneuriale qui avait été InVision. Ouais. Et donc, je vous invite à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas entendu qui n'ont pas écouté cet épisode. C'était très sympa puisque, en fait, on expliquait comment on était arrivé là. Le Covid et le confinement t'avais poussé à enregistrer un petit peu à la va-vite un webinaire avec Stéphane Lotte de la société YouFreddy sur l'ergonomie et globalement il t'a dit il faut aller plus loin et de ce jour-là donc est né InVision. Donc InVision avec un Z parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Oui. Et donc voilà, c'est à peu près ça. I-N-V-I-Z-I-O-N. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était un projet que j'avais dans les cartons. J'avais pas trop le temps finalement de m'en occuper et en fait c'est une discussion avec Stéphane qui au début n'avait rien à voir avec InVision où on a atterri sur le sujet de l'ergonomie et on a partagé un webinaire pendant le premier confinement du Covid et c'est à partir de là où en fait, je me suis lancé. J'ai lancé InVision. J'ai lancé InVision à partir de là. Ça a mûri, ça s'est mis en place et ça a été lancé officiellement un an après, mars 2021. Voilà, donc en fait, pour rappeler ce que fait InVision, c'est de l'aménagement de cabinet, mais surtout de meubles, donc qui sont basés sur l'ergonomie. Les dentistes, on a plein de petits produits, on a des appareils photo, on a des pistolets à silicone, on a des caméras, et en fait, c'est un peu le Marie Kondo de la dentisterie. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Moi, je sais qu'après l'épisode, j'avais acheté l'IdeTub et mes assistantes et mon associé quand elles ont vu arriver le bordel, on dit oh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et putain, elles peuvent pas s'en passer. C'est tellement génial que elles peuvent pas s'en passer. Bah c'est ça, c'est-à-dire que effectivement, on a l'objet d'InVision, c'est vraiment de recréer, en fait, d'avoir repensé un concept pour améliorer l'ergonomie de toute la partie salle de soins. Et donc meubles, accessoires de rangement, finalement, on a toute une gamme qui constitue InVision avec le concept en tant que tel, les accessoires qui prennent place à l'intérieur où ça a été vraiment pensé pour l'intégration des rangements dans ce concept InVision. Et malgré tout, en fait, j'ai aussi permis l'accès notamment aux ID Tubs pour les petits consommables à tous les cabinets quasiment. En fait, il y a peu de contraintes sur l'utilisation de cet accessoire. Ce qu'il faut vraiment, parce que quand on connaît pas le concept, c'est pas que des rangements de tiroirs, quoi. C'est vraiment les meubles entièrement. Je pense par exemple au truc pour pendre les pistolets silicone. Alors même s'ils ont tendance à disparaître, mais c'est des trucs tout bêtes. On aime avoir des paillasses qui sont complètement dégagées, mais on n'a pas. En fait, on planque tout dans les tiroirs. Et là, l'idée, il y a aussi fait un truc aussi, j'avais vu pour les appareils photo. C'est pas bête. Voilà. Et donc il y a des meubles. Donc depuis j'ai des copains que je crois que David Perrin au Mans que tu as complètement réinstallé. Oui. Et donc l'idée, enfin
au-delà, au départ, c'était des petits meubles, j'ai l'impression, mais là, maintenant, c'est un vrai. Donc, t'es un aménageur de cabinet dentaire, en gros. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que en clair, on s'occupe. Si on regarde une salle de soins, donc il y a le fauteuil, bien évidemment, il y a les meubles qui sont autour pour on va dire les meubles pro côté clinique, euh, où en fait on a toute la gamme prête à être installée dans un cabinet. Il n'y a pas besoin de rajouter, autre chose. Et notamment, bah, comme tu le dis, c'est-à-dire que généralement, on planque tout dans les tiroirs, finalement ça s'entasse, ça devient voilà, un tiroir un peu fourre-tout. Voilà, il y a un peu de bordel, quoi. Et puis là, le but du jeu, c'était le maître mot, c'est de faciliter l'accessibilité. C'est vraiment ça, c'est-à-dire faire le moins d'efforts pour aller chercher trouver ce qu'on a besoin, rester dans en fait ce qu'on appelle dans l'enveloppe de préhension, qui est la zone la plus confortable pour le corps, celle qui est la moins nocive en termes de gestes. Donc en fait on a beaucoup travaillé sur ça, sur rester dans son enveloppe de préhension au maximum, réduire le maximum de gestes pour sortir le plateau technique et le ranger après, mais aussi faciliter la visibilité sur le stock, ou notamment avec les ID tabs, en fait, on voit directement les petits consommables qui peuvent manquer dans cet accessoire de rangement. Okay. Donc ça va tout à fait dans l'air du temps entre la gestion des stocks, les stocks détendus. Alors, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'IDTub, c'est ce qu'on appelle cette zone de transition, c'est-à-dire que ce qui est dans l'IDTub n'est pas en stock. Donc on a un stock et ensuite ça arrive dans l'IDTub qui est dans cette zone de transition. Et donc ce qui fait que un des effets collatéraux de ça, c'est que tu n'as plus jamais de rupture de stock en fait. Parce que d'abord, tu le vois très vite. Tu vois très vite ce qui va manquer puisque c'est en façade. Donc, au bout de 5-6 mois, tu as complètement mémorisé cet espace. Et donc, s'il y a une case qui est vide, ça te paraît complètement évident. Et surtout, voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, la zone de transition, le stock de transition, qui n'est pas compté dans notre stock. Voilà. Et donc, ce que j'ai vu, alors moi j'étais moins concerné puisque pour des raisons diverses, mais c'est que tu fais de l'aménagement complet de ça. J'avais pas tilté ça en fait. J'avais vu qu'il y avait des meubles, mais tu crées des cabinets entiers en fait. Alors, pour l'instant, c'est vrai que je me concentre sur on va dire sur la partie salle de soins, même si on peut tout à fait maintenant, c'est vrai qu'on peut tout à fait s'occuper on va dire de la partie stérilisation, où c'est pareil, on peut à partir du moment où moi je demande toujours à mes clients en fait de m'envoyer leurs plans le plus tôt possible. C'est-à-dire parce qu'en fait très souvent ils sont faits entre guillemets rapidement, des fois sans trop réfléchir. C'est les choix de facilité. On a mis un meuble linéaire, etc. Alors que l'ergonomie, elle doit quasiment être pensée en premier. C'est-à-dire que on doit réfléchir à l'aménagement des salles de soins dès la première version du plan. Voilà. Et parce que c'est là, en plus de ça, où on va passer on va dire la plupart de notre journée, on va enchaîner les heures dans cette salle. Et puis après coup, on réfléchit à la circulation dans la pièce, on réfléchit à la circulation dans le cabinet. Donc on réfléchit au positionnement de la stérilisation, on réfléchit à comment organiser cette stérilisation pour que on améliore aussi l'ergonomie dans cette partie-là. Et puis on fait aussi du stock maintenant, des meubles de stock, de stockage, avec toujours le même principe, pouvoir au maximum visualiser le stock restant d'un seul coup d'œil. Et pareil, accessibilité, moins d'efforts, moins de sauter. Le but du jeu, c'est quand même aussi de se préserver sur la durée et de faciliter aussi la vie un peu des assistantes, etc. Elles ont tellement de choses à faire. Donc, c'est sûr. Et donc, là, en gros, soit c'est de la réflexion de cabinet, soit c'est de la création. Parce que tu n'es pas le seul sur ce créneau d'aménagement de cabinet, je parle. Hein. Donc, quelle est la valeur ajoutée maintenant que tu as 5 ans, quasiment 4 ans et demi d'expérience? Les retours que tu as, quelle est la valeur ajoutée qu'ont trouvé les clients que tu as eus par rapport à
à un installateur. Voilà, il suffit d'aller à l'ADF, des installateurs de meubles, il y en a une chier. Voilà, qu'est-ce qui fait ta valeur par rapport au reste? Ben, en fait, les retours clients, je pense que ce qu'ils apprécient le plus, c'est cette impression de facilité, en fait. C'est-à-dire que quand nous on donne pour l'installation des concept InVision, donc meubles plus accessoires, etc. On donne aussi des conseils de positionnement de fauteuil. Et en fait, quand les clients commencent à l'utiliser, ils prennent place, et ils se rendent compte très très vite que finalement les meubles ils sont positionnés, les rangements ils sont positionnés là où ils devraient être. Et en fait, cette impression de facilité, cette impression de pouvoir très facilement accéder à ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, de pouvoir accéder au plan de travail sans effort, sans se tortiller sur leur tabouret, sans devoir changer de position fréquemment, sans devoir... En fait, c'est tout ça, c'est-à-dire que... Et derrière, en fait, sur les retours que j'ai, c'est que ils peuvent plus s'en passer, quoi. Enfin, ils sont... Ouais, ouais. Et donc, et comment tu expliques... Enfin, c'est toujours étonnant quand tu arrives avec un concept. Comment tu expliques que des gens qui installent des cabinets depuis 30 ou 40 ans n'aient pas pensé à ça, en fait? Ça, c'est la grande question. Ça paraît incroyable, parce que c'est tellement logique. C'est la grande question. Je pense que c'est... tu sais, des fois, on se repose sur ce qu'on connaît. C'est toujours compliqué en fait, de se dire on va tout changer. On va repartir d'une feuille blanche, on va réinventer quelque chose, tout en sachant que la plupart du temps, on va dans le mur, quoi. Et donc, en tout cas, on va dans le mur sur la première version, et ensuite ça évolue, et on se dit ça marche pas. Comment on arrive à quelque chose qui fonctionne bien et qui est facilement aussi compréhensible par la cible client. On va se dire, le but du jeu, c'est ça aussi, c'est-à-dire d'apporter ce message de valeur supplémentaire sur le concept, sur la nouveauté, et ça, des fois, c'est pas forcément évident au premier regard, et en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que il faut faire prendre conscience, en fait, à la cible utilisateur, essayer de remettre en question les concepts qui étaient actuels, et pointer, en fait, les points d'amélioration. Ça passe par différentes phases, c'est-à-dire qu'il y a la phase prise de conscience, à la phase se dire ok, entre guillemets, acceptation et curiosité, et ensuite intégration. Et toi, alors, parce que t'es pas menuisier, t'es pas fabricant de meubles. Moi, je me souviens de ton premier podcast où t'avais fait dentaire au départ, un peu comme ça, puis l'intérêt est venu après. Mais à quel moment En fait, je vais dire un truc tout con, c'est que je te vois là, on s'était vu, t'es quand même carré, t'es grand, je crois. Non, je suis pas très grand. Non, je suis dans la moyenne, quoi. Enfin, ça dépend laquelle. Hein. Si c'est dans ma moyenne à moi, à mon avis, je peux te dire que t'es un peu plus grand. Mais à quel moment tu t'intéresses à ça, en fait? Assez vite. C'est doit être finalement, je dirais 4 ans après être sorti de fac. Mais pourquoi? Parce que c'est le bordel dans ton cabinet, Moi, il y a un truc qui m'exaspère, parce que j'ai pas de meubles dans mon dos, et ce qui m'exaspérait quand j'en avais un, c'était de taper dans le dos. Ça m'énervait, ça. T'avais Ouais. Ça, c'était un truc, je me dis, mais pourquoi à foutre? Je vais pas aller chercher voilà. Et celui qui m'avait vraiment éveillé à ça, c'était un monsieur qui s'appelle Gary Carr, aux États-Unis, où lui, en fait, il faisait son aménagement, c'était plein de gadgets, c'était plein de trucs, mais c'était pas concret. Et ce qui était assez intéressant, tu vois, c'est que moi, à l'époque, il y a une dizaine d'années, j'étais sur comment ça s'appelle, pas un réseau social, mais il y avait un forum de discussion où tous les Américains, en fait, qui utilisaient ce logiciel, qui était vraiment fêlé d'ergonomie, partageaient leurs plans, leurs trucs, leurs machins, etc. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'il était incapable
de donner comment dire, il disait, mais chaque cas est différent, mais il n'était pas capable de te donner des grandes conduites. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, tu étais, en gros, lui, il voyait tout de suite, mais il était incapable d'expliquer pourquoi il faisait ça. Ce que j'ai l'impression sur une vision, c'est que tu as quand même des meubles de base. Alors, même s'ils vont être ajustés, je pense, qui sont fabriqués sur mesure, mais tu as quand même des concepts de base. Lui, il n'avait pas de concept de base. Il disait, moi, je vais chez Ikea, je reprends mes caissons, mes trucs, je les positionne, et puis tous les 6 ans, il refaisait son cabinet. Ouais. Tu vois, et la seule chose dont il m'avait vraiment fait, qu'il m'avait transmis, c'est qu'il fallait pas un meuble dans le dos. Voilà, ça c'était en endo, on n'avait pas besoin de toute façon. Et oui, mais même en fait, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais dit, je pense, dans le premier podcast. C'est-à-dire que un meuble dans le dos, je veux dire, on n'a pas des yeux derrière la tête, donc ni des bras, quoi. On s'appelle pas Shiva. Donc quelle idée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se retourner. Comme tu dis, soit il est positionné trop près, on tape dedans, soit il est trop loin, on doit faire, on fait un concours de course de chaises, finalement. Et voilà, combien de temps j'arrive jusqu'au meuble. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, j'aime pas trop les choses très trop contraintes, en fait, trop et même des fois trop dogmatique ou quoi que ce soit. Il faut apporter cette dose de flexibilité. La majeure partie des spécialités en dentaire, que ça soit de l'omni, de l'endo, de la pédo, de la paro, un peu moins. La chire, c'est un peu plus spécifique, ça a des besoins particuliers parce qu'il faut les champs stériles et tout ça. Mais en clair, le positionnement au fauteuil est le même. L'accessibilité au plan de travail, du coup, les gens ils se positionnent de la même façon. Donc en fait, c'est un calcul par rapport au positionnement des gens autour du fauteuil. Et donc après, derrière, découle très facilement la position du plan de travail, la position des meubles, et après coup, la position des rangements. C'est-à-dire que il faut partir du terrain, se dire où se placent les gens au fauteuil, et en fait, derrière, à partir du moment où on a saisi ça, on a compris ça, le positionnement, il vient tout naturellement. Alors c'est vrai que ça paraît simple après coup, ça nécessite quand même une bonne dose de réflexion et de temps pour mûrir tout ça et le construire véritablement. Mais en fait, il faut toujours repartir du besoin de terrain. Voilà, se dire, ok, quelles sont les actions que vont faire les opérateurs. Donc, quand je dis opérateur, c'est dentiste, assistante, c'est quoi le rôle de chacun. Est-ce que si le dentiste travaille tout seul, est-ce que c'est différent que s'il y a l'assistante au fauteuil, d'avoir un peu ce curseur qui se balade entre le dentiste travaille seul et 4 mains, et à partir de là, en fait, se construisent les besoins. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez Envision, on a en fait on a 2 configurations tout simplement. Une pour plutôt travail à 4 mains, donc c'est-à-dire majeure partie du temps on travaille à 4 mains, même si on peut l'utiliser à 2 mains, il n'y a pas de souci. Et une plutôt 2 mains justement, où les praticiens, ils ont plutôt l'habitude de travailler seul au fauteuil, ils ont une intervention ponctuelle de l'assistante, et en fait à partir de ces 2 configs, on rentre dans les besoins assez facilement en fait des opérateurs. Donc et comment on passe, parce que un cabinet ça évolue, tu n'installes pas des meubles, tu fais pas un cabinet pour 5 ans, mais quelqu'un qui travaille en solo et puis finalement il se forme, il va utiliser le microscope, il va travailler à 4 mains. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as besoin d'anticiper au départ? Ouais, je leur pose toujours la question. Je leur pose toujours la question et essayer de voir, parce que justement, comme tu dis, les meubles, on va les laisser des fois 10 ans, des fois même 15 ans pour certains. Et je leur demande toujours, comment vous travaillez à l'heure actuelle? Est-ce que vous envisagez de prendre une assistante de plus en plus une assistante au fauteuil? Est-ce que vous voulez rester en solo? Et à partir de là, on va se diriger vers une des configurations. Voilà. Ok.
C'est vraiment ça le maître mot, c'est d'essayer d'anticiper, de rentrer aussi dans leur projet de cabinet, que ça soit une rénovation ou une création, hem et d'essayer d'anticiper le futur pour que ça convienne au maximum la majorité des années d'utilisation. Ouais, ouais. OK. Et donc, est-ce qu'il y a des donc là, actuellement, en 5 ans, donc alors ce que je disais tout à l'heure, hein, une Mmh. société, la première année, elle naît, la deuxième, elle, survit, la Mmh. troisième, elle se développe ou elle meurt. Donc là, tu es Ouais. à quatrième, donc ça veut dire que tu as passé la troisième et que tu t'es développé. Là, actuellement, InVision, la société, c'est à part toi, il y a les sous-traitants, mais en interne, tu es tout seul ou il y a une équipe? Pour le moment, je suis resté tout seul. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça fonctionnait bien. On a une bonne équipe de sous-traitants avec chacun leur pôle de compétences. Hem et hem et en fait, et je pense que là, je dirais plutôt l'année prochaine. Là, cette année, on fait l'objectif de 2025, c'est de s de se focaliser sur le développement commercial. OK. Ou sur les années précédentes, en fait, bah, comme tu le dis, hein, faut trouver les sous-traitants, il faut mettre en place, faut sortir la gamme, faire les prototypages, valider tout ça, plus en fait aussi gérer la logistique, c'est notre paire de Mmh. manches Et l'installation, toi? et l'installation. Mais l'installation, en fait, ce qu'il y a, c'est que, avec mon sous-traitant, on a des équipes, pour l'installation partout en France, D'accord. on livre, on installe. Et là même, en fait, d'ailleurs, on a aussi travaillé sur ça, sur la facilité d'installation des éléments, des meubles, dans les salles de soins. Et maintenant, en fait, la durée moyenne d'une en fait, de tous les éléments mobiliers, de toute la salle, on doit être autour de en 4 heures, quoi. 4 heures, c'est Ah fait. ouais, en 4 heures, tu fixes une, 4 heures, tous les meubles sont posés, la salle est ouais, finie, en les espérant que le plombier a mis les tuyaux au bon endroit et que l'électricien a sorti les ouais. prises au bon endroit, quoi. Tu rigoles, mais c'est exactement Ah ça. bah non, mais j'ai fait 3 cabinets, hein. Le mec, Parce il fait: que «Pourquoi vous l'avez mis là?» «C'est parce que là, il y a un truc qui me gênait». Ouais, mais et non, mais oui, mais tu rigoles, mais alors ça c'est et d'ailleurs, tu vois, bah, sur tous les clients, de façon à mieux les accompagner, à transmettre les infos, une fois qu'on a tout validé ensemble et tout, à transmettre les infos, à l'architecte, au maître d'œuvre. Je fournis toujours un guide d'installation, en quelque mmh. sorte. Donc, où positionner les meubles pour alimenter où positionner les meubles, où positionner les prises pour alimenter, des prises intérieures, Mmh. dans les meubles. Hem, Comme tu dis aussi, les arrivées d'eau voilà, et leur dire: «Voilà, il faut positionner les robinets à telle hauteur parce que sinon ça gêne». Heu Bon, la majeure partie du temps, c'est bien. Il y a des Mmh. fois, bon, Ouais, il y avait un mec qui m'a dit: «Mais», je c'est dis: un «Mais peu pourquoi vous avez», rock'n'roll. un jour, je me souviens c'était pas au cabinet, c'était chez moi, j'ai dit: «Pourquoi vous avez mis le robinet là alors qu'il fallait le mettre 30 centimètres?» «J'avais pas assez de tuyaux ce jour-là». «Ah mais c'était lunaire». J'ai dit: «Bah, maintenant tu vas aller chercher du tuyau, tu vas faire une soudure qui va péter et ça va être une source d'emmerde dans le futur, mais Mais, j'avais pas assez de tuyaux ce jour-là». Il m'a dit: «Du recul». non, mais ce qu'il y a, c'est que oui, oui, donc Et donc j'invite tous les clients à alors ça, c'est un conseil, à suivre leur chantier mmh, avec d'être derrière leur maître d'œuvre, tous les jours, de faire valider chaque étape, mmh, et en fait, c'est là où ça se passe le mieux. et Heu, de se battre quand, c'est pas possible. «Monsieur, c'est pas possible ça, ça on peut pas. C'est c'est un mur c'est porteur». Si, c'est si, tu peux mettre une vis dans un mur porteur, je sais que c'est possible. Mais, et donc donc là, en gros, donc quand tu dis sous-traitant, moi, effectivement, quand je pensais à sous-traitant, je pensais à celui qui fabriquait les meubles. Mais en oui, fait, t'as un sous-traitant, c'est un menuisier ou je sais pas quoi, et lui, tu lui envoies le truc, tu lui dis voilà, il faut m'installer ces meubles-là, et donc toi, tu conçois, lui, il construit et il fabrique et il installe, c'est ça? beh, c'est-à-dire que non, on a véritablement fait un travail d'équipe. C'est-à-dire que, moi, je suis arrivé avec mon concept, je suis arrivé avec mes dimensions de meubles et tout ça, tout ce que j'avais validé, en fait, entre guillemets, «en pré-prototypage». Voilà. Mmh. Ensuite, on a transformé ça, parce qu'effectivement, moi, je suis pas menuisier, voilà.
j'ai pas ni les outils, ni les compétences pour assembler des meubles ou quoi que ce soit. Donc je suis arrivé avec finalement des plans, et après on a travaillé la partie technique ensemble. On a mis tout en place, choix des matériaux, comment faire le châssis du meuble, voilà, pour respecter en fait le concept initial. Et maintenant, donc j'ai un sous-traitant qui fabrique les meubles selon le concept qui a été dessiné, et aussi avec qui en fait on a les équipes pour livrer, installer directement, enfin, partout sur la France. T'en as qu'un ou t'en as plusieurs? Non, t'en as qu'un. J'ai qu'un sous-traitant pour la partie meuble. Ensuite, j'ai un sous-traitant différent pour les ID Tubs, notamment. Ok, d'accord, parce que Donc, là, c'est du plastique moulé. là, c'est du plastique exactement moulé, injecté. Et donc, c'est des compétences totalement différentes. Il faut une presse d'injection qui fait la taille d'une remorque de semi. Ah ouais. C'est immense. Hein. Je m'attendais pas à ça, quoi. Là, tu dis, oula, je vais te mettre une connerie, là. Un truc, la presse, ça fait quoi? Ça fait 15 mètres de long. C'est pour finalement un petit carré qui fait 50 sur 30, quoi. Enfin, et non, c'est des compétences totalement différentes, et donc des sous-traitants différents. Et ensuite, j'en ai un autre pour les parties, en fait, les éléments en métal, comme les socles pour les ID Tabs, pour l'ID stand, et qu'on a fait évoluer récemment d'ailleurs. Et voilà. Donc j'ai grosso modo 3 sous-traitants avec des compétences différentes. Il y en a qui sont des sous-traitants, ce qu'on appelle de seconde main, et donc qui alimentent les premiers. Voilà, grosso modo, c'est ça l'organisation. Et ensuite, moi, je m'occupe principalement de la partie commerciale, la partie vente, accompagnement et client. la création des meubles, enfin le design. Parce que globalement, comment tu acquiers cette... Parce qu'on a tous manipulé des logiciels, les logiciels Ikea Home, machin, etc. On achète des logiciels à 50 balles, on se dit, je vais faire mon truc, mais c'est vite l'enfer, quoi. En fait, c'est un vrai métier, ce machin-là. Et donc, comment tu as acquis cette compétence? Eh bien, en fait, déjà, tu vois, le premier logiciel, finalement, c'est un carnet, un crayon. Tu fais tes petits sketchs, tu réfléchis. Il y a des fois, c'est plus simple, où tu prends ton iPad et ton stylet, et tu réfléchis d'abord à concevoir mentalement ce que tu as envie de faire, parce que démarrer sur un logiciel sans avoir l'idée même déjà de comment ça s'articule, etc., c'est pas, pour moi en tout cas, moi j'arrive pas à faire comme ça. C'est pas, tu perds énormément de temps en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus long sur le logiciel de pouvoir changer, modifier ce que tu viens de construire, etc., réagencer. Tu passes des heures et des heures. Alors que en tout premier, un stylo papier ou iPad stylet, ça marche très bien. Et ensuite, c'est là où il a fallu travailler en fait avec des experts, parce que comme tu dis, il faut les logiciels pour un logiciel de technique menuiserie. C'est 7000 balles par an, donc je n'allais pas dépenser 7000 balles dans un logiciel sur l'année, sachant que j'allais en avoir l'utilité que pendant quelques mois. Donc en fait, ça, moi j'ai pris un logiciel entre guillemets basique qui s'appelle Sketch. Ok, ouais, très bien. SketchUp. SketchUp. Et en fait, même si c'est pas le meilleur logiciel, mais il permet de mettre en forme, il permet de voir le volume, il permet de voir. Ça, c'est pour dessiner tes meubles, pour créer tes meubles. Mais quand par exemple, tu reçois les plans d'un dentiste qui te dit, voilà, moi j'ai une selle, elle est carrée avec un angle cassé. Donc toi, il va falloir que tu fasses rentrer les meubles dedans. Donc là, tu utilises SketchUp quand même. Oui, et puis en fait, ce que je fais, c'est que je transmets les fichiers DWG, donc c'est les fichiers AutoCAD, à l'architecte pour le positionnement sur leur plan.
Parce que D'accord. Ok. jamais de PDF, parce que les PDF, au niveau respect de proportionnalité, respect d'échelle, ils sont pas, c'est pas au point. Donc, Ok. en fait, tu as des sources d'erreurs. Et là, alors que fichier DWG, donc AutoCAD, en fait, l'architecte il peut directement prendre le fichier, l'intégrer sur le plan. Donc, et comme c'est le meuble qui sert de référence au positionnement de tout le reste, des autres éléments mobiliers, du fauteuil, en fait, de tout ça, en fait, du coup, on discute à partir de sources fiables. Et puis en parallèle, je travaille toujours sur SketchUp. Je leur fais une petite visualisation 3D en reprenant les cotes de leur salle et tout ça, de façon à ce que à leur montrer comment ça se Ce que ça va présente en donner, termes ouais. de. Ouais, Mmh. exactement, Et exactement. comment, toi, quand tu es dentiste et que la première fois tu bosses avec un architecte, faut avoir des coronesses, quoi, parce que tu te dis, bon, attends, C'est ça. là, Mais je pense qu'une heure avant le rendez-vous, tu fais de la méditation, non? Comment ça se passe? Ou tu étais confiant? je ouais, c'est vrai que sur ce point-là, t'apprends un peu sur le tas, quoi. Enfin, t'arrives et puis. Mais après, en fin de compte, euh, euh, tu t'es dentiste, certes, mais t'as bien, en fait, t'as tellement réfléchi à ton, enfin, Ouais. j'ai tellement réfléchi au concept, à comment ça s'articulait, que en fait, je m'occupais pas de leur partie circulation, tout ça, etc. Moi, je leur disais, moi, je m'occupe de la partie fauteuil plus meuble, voilà. Euh, on place ça, moi, je m'occupe de placer ça. Je vous donne les directives entre guillemets pour placer ça sur le plan, pour arriver à, à ce positionnement, à cet aménagement-là. Juste la partie clinique à l'intérieur de la salle. Ok. Et Parce que tu as les architectes, donc eux qui sont un peu le maître d'ouvrage, mais tu as aussi les mecs qui font l'installation, qui eux-mêmes installent des meubles normalement. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ils arrivent à comprendre bah ça, c'est avec l'équipe de mon sous-traitant. Au début, oui, ça a tâtonné un petit peu. Il a fallu leur faire comprendre que le positionnement des meubles, ils avaient leur importance. Le positionnement des modules, ils avaient leur importance. Et pareil, en fait, je leur ai donné un guide, entre guillemets, d'installation avec les distances par rapport au mur, les distances entre chaque meuble, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, ils ont tout est intégré, ils connaissent ce truc par cœur, tout est intégré. C'est pour ça qu'on va aussi vite. Hein. C'est pour ça que maintenant, en 4 heures, c'est plié, parce que c'est quasiment toujours la même équipe Ouais. qui installe chez les clients. Là, je parlais plus sur la partie commerciale, c'est-à-dire que, en gros, moi, ça fait longtemps que j'ai pas installé le cabinet, mais Mmh. en gros, tu faisais appel à quelqu'un qui faisait les meubles, le fauteuil, etc. Donc là, lui, il perd un marché, une partie de son marché. Comment ça s'est passé la relation? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il voit qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Beh, Est-ce qu'aujourd'hui, il te recommande peut-être? Parce que le mec, il dit, bah, écoutez, on a fait un cabinet, là, c'était top, allez le voir ou... non, bah, c'est surtout le client final qui vient me voir. C'est-à-dire que D'accord. surtout le dentiste qui vient me voir. C'est-à-dire que, ils ont vu soit c'est, du bouche à oreille et on a déjà installé une salle chez quelqu'un et on est super content et finalement, bah, c'est un nouveau client qui arrive. Soit c'est, des demandes de contact parce que, ils ont une sensibilité à l'ergonomie, ils sentent bien que c'est important pour tout au long de leur carrière, et c'est important de faire attention à ça. Donc ils viennent me voir pour ça. Et finalement, j'ai très peu de clients qui arrivent sans juste en ayant vu, j'ai juste vu vos meubles et j'ai pas tellement saisi ce qu'il y avait derrière ou quoi que ce soit. Et souvent les gens ils viennent pour l'ergonomie que ça apporte. Ils ont discuté quand il y a des, ou même quand il y a des quand il y a des les en fait des nouveaux des prospects tout ça qui se renseignent pour leur futur cabinet, etc. Euh, Maintenant, on commence à avoir suffisamment de salles sur la France pour pouvoir leur dire vous pouvez passer, vous pouvez contacter ce client-là si vous voulez, je peux vous mettre en relation.
Vous Ouais. pouvez passer chez lui, Faire un showroom, quoi. aller voir les meubles, et cetera. Donc ça, et voir si ça vous plaît, et même du fait discuter avec le praticien, en fait, qui l'utilise tous les jours. Mmh. Et ça, il y a rien de finalement, il y a rien de tel pour, pour se laisser, entre guillemets «convaincre» que ça apporte beaucoup de choses au quotidien. Mmh. Et donc là, aujourd'hui, tu en vis de la société, hein, puisqu'on va parler après de ton exercice clinique que tu as arrêté en décembre, je crois, pour ton autre projet. Mais Ouais. là, tu arrives à vivre de... Parce que c'est un sacré cap quand même de... Là maintenant, ouais, c'est ça, avec une vision, maintenant il y a de l'argent qui revient. Donc ça Mmh. c'est, ça c'est la entre guillemets, bah, ça témoigne de la mise en place, de la finalisation de toute la mise en Mmh. place des premières années où ça nécessite quand même beaucoup d'investissement. Et là maintenant, oui, il y a l'argent qui Là, ressort. tu es Donc ça rentable. c'est, là Sur c'est InVision est rentable. oui, oui. OK. Et tes Ouais, ouais. salariés, enfin, tu en vis toi ou tu vis d'autres revenus? Là, je commence à en vivre d'InVision. Puis ensuite, il y a quelques petits revenus additionnels, tout ça, quoi. OK. Mais et ça veut dire que, en gros, à quel objectif tu considéreras que c'est une société qui tourne, alors pas toute seule, j'aime pas dire ça, mais Mmh. où vraiment, parce qu'il y a une croissance qui est linéaire, mais qui peut devenir exponentielle. Mais Oui. en gros, il faudrait que tu installes combien de cabinets par an pour vraiment vivre très très correctement de cette structure, la faire développer avec en embauchant des commerciaux, etc., etc. Bah, j'allais dire le plus possible, mais non, je serais content, la première partie où je serais content, c'est quand on arrivera à faire, c'est quand on aura déjà atteint le 1 000 000 de chiffre d'affaires. Après, mais je pense que cette boîte-là, une fois que, en fait, on a commencé entre guillemets «l'export» vers les DOM-TOM, Ouais. quand on aura commencé après l'export vers l'Europe et tout ça, non, pas cette boîte, on peut très bien aller chercher 10 millions de Ok. chiffre d'affaires. Donc, et là, ça sera un premier objectif sympa à atteindre. Où Mm. forcément, bah là, il faudra, ça, je pourrais plus du tout m'en occuper tout seul, ça c'est sûr. Mm. Il faudra on va dire des commerciaux et une refonte de relations avec certains sous-traitants, je pense, pour pouvoir absorber. Mais Et là, tu dis la fonction commerciale. Donc, toi, aujourd'hui, tu fais le commercial, le concepteur, même si ça va assez vite. Je pense qu'une fois que tu as un peu l'habitude, tu dis, bon, voilà, je vais lui mettre ce module-là, ce module-là. mm, oui. Quand tu dis que tu t'occupes du commercial, c'est quoi? Tu fais du démarchage ou En fait, la plupart du temps, les clients, ils viennent à moi. D'accord. Ils me contactent principalement via le site, où il y a un petit formulaire de contact. Donc, Mm. pour ceux qui sont intéressants, il suffit d'aller sur le site internet de InVision Dental Solutions et de remplir le petit formulaire de contact. Et ensuite, je vois avec mes clients comment ça se présente. Comment ça se Ok. présente. Donc, mais maintenant, ça va vite. C'est-à-dire Mm. que on arrive vite. Comme je dis, je demande toujours s'il y a des plans. À partir du moment où il y a une première version de plan, on travaille à partir de là. Je les conseille, savoir s'il faut faire quelques petites modifications sur le plan pour pouvoir intégrer la bonne configuration qui leur correspond, qui correspond au Mm. client. Et, ensuite ça va plutôt vite, quoi. Enfin, c'est pas maintenant il y a l'habitude, quoi. Mm. C'est vraiment ça. Ok. Les points à soulever sont très rapidement dans les discussions. On cerne très facilement les besoins du client. Voilà, en fait, c'est vraiment en discutant, en échangeant avec le client que finalement il y a un résumé et une configuration qui ressort. Ok. Aujourd'hui, équiper un cabinet, je parle pas du fauteuil, hein, Mmh. mais équiper un cabinet, une salle de soins, on va dire qui fait 15-20 mètres carrés, assez classique, c'est un budget, c'est quoi comme budget? Ben, en fait, alors ça, sur cette partie-là,
chez Envision, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes, que ça soit en configuration 2 mains ou 4 mains, c'est exactement les mêmes volumes de rangement. Il y a les mêmes finitions. Voilà, c'est juste la disposition des meubles qui est légèrement différente. Et donc, en fait, tous les modules du concept, plus les accessoires, plus la livraison, l'installation, voilà, c'est du tout clé en main, en quelque sorte. Et en fait, on a un seul prix qui est de 18 650. Ok, Voilà, d'accord. voilà, Quel que voilà. soit la taille, enfin, de toute façon, c'est les modules, quoi. Exactement. Ouais, ok. ouais, ça dépend pas de la taille à proprement parler de la salle de soins. Et Et puis ça après, va de ton premier contact jusqu'à l'installation, livraison et ouais, remise des clés s'il y en a, quoi. c'est ça, c'est ça. Ok. Donc ça t'amuse. Bah écoute, c'est sympa. Et puis en plus, ça permet de discuter avec plein de confrères, De voir plein de etc. cabinets. De discuter un peu aussi ergonomie. Des fois, il y a des sujets qui arrivent sur la table autres. Et puis même des fois des petits conseils. Quand je disais que il faut être constamment derrière son maître d'œuvre et tout, ça c'est l'expérience des chantiers qui commence à parler, quoi. Donc Et t'es beaucoup sur la route, toi, ou pas, finalement? non, très peu, Non, très très peu. peu, Ok. très peu, très peu. Très peu, ouais. On arrive à gérer ça. C'est aussi la force en fait du concept, c'est-à-dire que comme on a des configurations qui sont entre guillemets standardisées au maximum, parce que c'est là où c'est aussi la force d'InVision, c'est-à-dire que c'est un concept qui reste quand même flexible. C'est-à-dire que selon les profils de spécialité, que ce soit omni, pédo, endo, etc. On a le concept, il s'adapte quelles que soient ses spécialités. Et donc, on arrive facilement à partir après avoir discussion avec les architectes et tout, à placer, une fois placé sur le plan, une fois que c'est calé, c'est entre guillemets le plus gros du travail est fait, quoi. Ok. Là, actuellement, c'est combien de cabinets installés? Vous avez installé combien de cabinets ce jour? Là, on doit être à peu près une quarantaine, à peu près. Ok, ouais, ça commence à... À peu près ça. Ouais. Ouais. Et puis là, on a commencé, comme je disais, en fait, en janvier, on a livré une première salle en Martinique. Mais là, vous mettez une petite rallonge pour le transport quand même, non? Ben en fait, ce qu'il y a, c'est que, alors, j'ai appris ça aussi. Je savais pas auparavant, mais en fait, pour la Martinique, on donc on fait les factures hors taxes parce qu'ils payent leur TVA Ouais. locale. Par exemple, c'est 8 il y a une petite TVA quand même. 8,5. 8%. Ouais, Après, ouais, tu as les droits de mer. Et t'as voilà, rien à voir. exactement. Et en fait, donc moi je m'occupe, j'ai décidé de faire ça très simplement, c'est-à-dire que moi je m'occupe de la partie meuble. Je me mets en relation avec le transitaire etc. Donc eux ils ont l'habitude, donc c'est vrai qu'avec le premier client de Martinique, donc Romain, si écoute le podcast, ça s'est très bien passé. En fait, je lui ai posé la question de quels étaient les transitaires principaux et sur lesquels on pouvait compter sur la Martinique. Voilà, histoire que ça se passe bien dès le départ, avec des gens qui ont l'habitude. Et en fait, moi, je me mets en contact avec le transitaire. De notre côté, on fait les caisses maritimes, tout ça pour le transport en conteneur. Et après, on fait du livraison porte à porte, et c'est le client en fait qui paye le transitaire. Comme ça, il y a une transparence totale sur la partie transport. Et puis, comme le transitaire, il s'occupe aussi Du dédouanement, de machin. exactement de tout ça. Et qui c'est qui installe alors? C'est ton. Parce Parce que là, il doit aimer là, le sous-traitant, dire oh putain, Martinique, ils doivent se battre pour y aller, non? Ouais, c'est ça. Ils arrivent, tout ce qu'ils prennent, c'est leur tong. Et non, on se met en relation avec les équipes d'installation qui sont sur place, qui s'occupent du cabinet en question. On leur fournit une notice de montage qui est... Même en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça qu'on arrive aussi à installer aussi vite, c'est que tous les éléments, ils arrivent tout prémontés, en fait. Donc, il y a très très peu de
de vissage, de collage sur place et tout. Par contre, ça te fait du volume à envoyer, quoi. Mais par contre, ça fait ça fait une belle caisse maritime à faire partir. Ok. Bon, bah super. Et donc, grand revirement. Et tu travailles en collaboration avec d'autres sociétés ou des conférenciers ou des gens comme ça qui glissent des diapos, ou t'as pas Oui, encore fait ouais, si, là ça commence en fait cette année. Ce qui est assez marrant, c'est que tout arrive à peu près en même temps. En fait, Bah, en troisième année, t'as l'URSSAF, cinquième année, t'as le succès. Si tu survis à la troisième année de l'URSSAF, c'est c'est ça, que cinquième année, c'est le succès. c'est ça. Et en clair, là maintenant, il y a en fait des formations qui commencent notamment ergonomie. Donc là, si on est le 27 juin, le 12 juillet, je vais à la formation Clinical Ergonomie à Lyon, présenter, j'y serai avec les ID Tubs notamment. Ok. En fait, on commence à m'appeler pour présenter les ID Tubs sur des. Tu voudrais venir chez nous? Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Faudra s'organiser ça. Parce que dans le DU, on a une formation d'ergonomie qui est faite par Eve Laurent. Et voilà. Et en fait, les gens adorent, mais derrière, tu vois, ils voient eux le cabinet qu'ils ont et ils ont du mal à imaginer, mais ça peut être intéressant d'avoir un truc en complément. Ouais. Oui, écoute, on va y penser. Ouais. Et puis aussi, chose aussi un peu plus exotique, là, il y avait une dentiste du Québec qui m'avait contacté pour que je vienne leur faire entre guillemets une formation d'ergonomie, et en plus de ça leur présenter une vision. Donc écoute, on va voir comment ça se passe. On arrive à organiser ça, et ça serait un premier pied dans la porte sur le marché nord-américain. C'est la façon de. Enfin, tu sais, quand on parle commercial, t'as le commercial qui appelle et qui dit aux gens j'ai des meubles à vous vendre, et puis t'as une façon un peu plus smart de dire écoutez, moi je suis le concepteur du truc, voilà pourquoi je l'ai fait. T'as rien à vendre, t'as juste un concept à déposer, et en fait le reste se fait à peu près tout seul, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, d'ailleurs, la plupart du temps, moi, avec les clients, on parle très peu de prix. Le ça au départ, remarque. C'est l'avantage. moi, je leur dis, voilà, le prix, c'est ça, mais en fait, les gens, ils viennent pas chez Envision pour le prix. Je suis dans la moyenne des tarifs de la part, on va dire, du dentaire. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. Mais en fait, les gens, ils viennent pour l'ergonomie, en fait. C'est vraiment ça. Parce qu'ils ont plus envie ils veulent maximiser leur ergonomie, ils veulent optimiser leur temps, ils veulent on va dire, travailler beaucoup plus confortablement que ce qu'il en était. En fait, ils viennent pour ça. Ça. Et tes meubles, ils évoluent encore? Parce que là, tu disais que tu travailles maintenant sur le stockage. Sur les meubles en eux-mêmes, tu continues à les faire évoluer? Tu as des gammes qui sortent? Tu continues à réfléchir à tout ça ou pas? C'est plus sur des éléments. C'est plus sur des éléments à part entière, comme le système de tablette qui a évolué au cours du temps, pour être de plus en plus agréable en fait à utiliser. On a fait évoluer le système et aussi l'esthétique à ce niveau-là, pour qu'il soit plus plaisant à regarder. Après, il y a eu peu d'évolutions. Là, on a fait une dernière évolution sur pour ceux qui ne veulent pas changer leur meuble, de salle de soins, mais veulent intégrer les ID Tubs dans les bacs, les petits consommables. On a fait évoluer le socle support qui permet de positionner les ID Tubs correctement, les avoir à la bonne inclinaison, et essayer d'optimiser ça. C'est une optimisation. C'était aussi une optimisation de prix également, parce qu'on a bien, ça m'a permis. On a simplifié la fabrication de ce socle-là. Il est toujours en aluminium thermolaqué pour la question de légèreté et de durabilité. Mais on a simplifié sa fabrication. Donc d'un côté, ça a diminué les coûts, et puis j'ai répercuté en fait cette baisse des coûts sur le prix global. Sur le prix de vente. Ouais. Ok. Et écoute, en tout cas, c'est une belle
très belle réussite. Et encore une fois, hein, pour l'utiliser au quotidien, je trouve que ça devrait être dans tous les cabinets. En fait, c'est tellement logique. C'est un tiroir ouvert, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais esthétique. C'est un tiroir à 90 degrés où on voit ce qu'il y a dedans. C'est vrai que je voulais. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait toute cette complexité aussi. Il faut pas que ça soit bordélique. Et c'est peu construit comme on va dire un monolithe qui arrive sur comme un caisson qui vient sur un plan de travail, mais qui tout en s'intégrant quoi dans le paysage d'un cabinet. Ok. Eh ben écoute, félicitations pour ça. Alors comme ça te suffisait pas, t'es parti sur un autre projet. Le projet Dr Goodman. Exact. Donc là, par contre, tu m'avais dit, hein, parce qu'on s'est vu il y a pas longtemps, tu m'as dit que tu avais arrêté ton activité clinique, ou suspendu en tout cas. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je l'ai un peu mis de côté parce que on peut pas être partout. Par contre, tu joues beaucoup au golf, parce que je vois les clubs au fond là-bas. Ah ouais, non, ils prennent la poussière là. En fait, c'est de la com. C'est le mec qui a le club de golf, c'est la société va bien. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui, pour en revenir en fait au logiciel, ouais, on peut pas. C'est vrai qu'on peut pas être partout, ça nécessite beaucoup de temps. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est venu. En fait, c'est venu dans la continuité d'InVision. En fait, InVision. On parle. Attends, parce que là, on était parti sur le fait que tu avais arrêté ton activité clinique. Donc en fait, ton deuxième projet, donc qui va expliquer probablement pourquoi tu t'es mis en stand-by de la clinique, mais ton deuxième projet, c'est de créer un logiciel métier qui est différent des autres, pour que les gens comprennent bien. Et donc voilà. En fait, oui, donc c'est le logiciel d'organisation de CAB, de gestion de patientèle, de facturation, pour faire les devis et tout ça, quoi. Donc c'est celui qui est au cœur de notre quotidien tous les jours. Et en fait, j'ai adopté, c'est venu très naturellement en fin de compte après InVision. C'est-à-dire que InVision, je me suis occupé de l'ergonomie physique. Et là, je m'attelle à l'ergonomie numérique. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on applique la même méthode. On repart des besoins, on regarde toutes les parties où on peut gagner du temps, où on peut être assisté, où on peut optimiser en fin de compte. Et en fait, et quand on s'y penche vraiment sur les logiciels, on part de très très loin. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on est plus sur moi j'appelle ça un EHPAD de logiciel. C'est vrai que quand tu ouvres Logos, en termes du X, on n'y est pas. Hein. Voilà. Donc en fait, on part de cet EHPAD, place aux jeunes, et en fin de compte, le but du jeu, c'était vraiment pas de refaire ce qu'il existe. Alors même si il faut conserver, on peut pas se permettre de tout bouleverser dès le départ, parce qu'il faut conserver absolument des points de repère pour l'utilisateur, visuels, ce qu'il a un peu l'habitude d'utiliser. Et en fait, à partir de là, une fois qu'on a géré cette partie, on garde les repères, on peut derrière, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de transformer ces logiciels en un assistant, en fait, un assistant intelligent. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais lui donner une sorte de personnification finalement, d'où le nom Dr Goodman, parce que le but, en fait, c'est comme faire rentrer un nouveau membre de l'équipe dans le cabinet. C'est-à-dire que c'est un assistant personnel pour tout le monde. C'est-à-dire que il va optimiser le travail de l'assistante, il va aider le dentiste au quotidien. Le but du jeu, c'est que il fasse des tâches répétitives pour tout le monde. Il fasse des suggestions personnalisées en fin de compte pour tout le monde, et qu'il soit vraiment là à assister tout le monde au quotidien. Donc, on va pas changer le fait que
il faut toujours gérer des dossiers patients, il faut toujours faire des devis, il faut toujours faire des encaissements, il faut toujours organiser l'agenda, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde toutes les tâches faites par tout le monde, il y en a énormément tous les jours. Et on est en fait, que ce soit les assistants ou les dentistes, on est accablé par les tâches à effectuer qui sont manuelles. C'est à nous d'y penser, voilà. Et ça, en fait, ça participe aussi à la fatigue et ça participe aussi à dégrader toute cette expérience patient qu'on veut leur apporter. Les patients, ils viennent jamais trop par plaisir chez le dentiste. Ils n'ont pas envie d'être là. Et donc, autant leur apporter le meilleur service, et ça passe par l'accueil, ça passe par la discussion, ça passe par tout ça. Et donc, quand on a quelque chose à côté qui nous prend du temps, qui nous, entre guillemets, nous pollue un peu, parasite cette expérience-là, ou parasite le travail qui vient nous couper à plusieurs reprises dans la journée, et bien en fait, ça dégrade tout ça. Et quand on regarde les chiffres, les statistiques, c'est un dentiste, il passe en moyenne 15 heures par semaine sur de la tâche administrative. Voilà. Donc, c'est-à-dire, voilà. Donc, lui-même, 15 heures, le dentiste lui-même. Lui-même, son équipe. Tout le monde, en fait. C'est-à-dire que le dentiste, lui, tout ce qui prend du temps, c'est la confection des plans de traitement, c'est les devis, c'est les courriers, en fait, c'est tout ça. C'est tout le temps, ce qu'on appelle hors clinique. C'est-à-dire que le temps clinique, c'est du fauteuil. Et tout le temps hors clinique, en fait, d'organisation de ce temps clinique, finalement, ça représente aujourd'hui, tout cumulé, une moyenne de 15 heures semaine. Ah oui, quand même. Pour l'assistante, c'est différent. Pour l'assistante, ça va être tout ce qui est organisation de l'agenda, les appels téléphoniques, les mails à gérer, le patient qui appelle pour dire j'ai perdu, je trouve plus mon mail, est-ce que vous pouvez m'envoyer à pièce jointe, j'ai perdu mon courrier, est-ce que vous pouvez me l'envoyer. C'est tout ça en fait, c'est que du parasitage tout au long de la journée qui oblige à refaire les choses. Voilà. Et le truc le plus, tu vois, quand on se pose le truc assez stupide, c'est que aujourd'hui, on part d'un dossier informatisé. Pour les devis, on les imprime pour les faire signer. C'est vrai. Voilà, on les scanne et on les réintègre, tu vois. Enfin, et le papier, des fois il part à la poubelle. Donc en fait, la durée de vie du papier a été le temps de l'imprimer, de faire signer et poubelle. Et encore, je veux dire, ça m'est arrivé l'autre jour j'avais imprimé un truc à la banque, ils refusent la signature. Tu sais, bon, on a tous une signature scannée, et le mec me dit, mais c'est pas possible, c'est la même signature que la dernière fois. Je dis, bah oui. Il me dit, non, il faut vous imprimiez. Attends, le truc, il faisait 32 pages pour une autorisation de découvert sur une société de 10 000 balles, tu vois. Fallait que j'imprime les 32 pages, que je paraphe les 32 pages, et que je rescanne. Je dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, vous êtes. Et en fait, donc tu vois, c'est ça. Et là, à l'heure actuelle, donc tout a été réfléchi pour que ça améliore toute cette expérience et ça diminue drastiquement ce temps hors clinique. Donc c'est-à-dire que on a plus de temps à passer avec ses patients et on est moins obligé de passer sur des tâches annexes, etc. On a plus de temps pour aménager correctement notre agenda. On a moins de temps à passer en dehors des heures de cab. Parce qu'il y en a, combien il y en a des dentistes qui passent le jour où ils travaillent pas au cabinet sur des plans de traitement ou des devis à les faire parce qu'ils ont du retard et parce que t'as tout ça, plus tu vois, le temps que des rendez-vous dits administratifs, dont souvent c'est l'assistante qui s'en occupe, sur revoir les papiers avec le patient, pour les faire signer, les échéanciers, les consentements, les trucs comme ça, à chaque fois, ça prend le temps de revoir tout ça avec le patient, ça prend en moyenne 20-30 minutes. Assez après, parce que globalement, on parlait des devis, là, un truc tout bête, mais tu as des applications aujourd'hui où tu peux les envoyer par, je sais pas, YouSign ou des trucs comme ça. Et c'est pas intégré, ça, au logiciel métier? Non. Actuellement, aucun le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
En fait, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la signature électronique, il y a différents stades de signature, enfin, il y a différents grades de signature électronique. Ce qu'on appelle les signatures simples, signature avancée, signature qualifiée. Le qualifié, c'est pour, entre guillemets, les héritages, le notaire et tout ça. Certaines choses. Le simple, c'est pour les devis classiques. Et on va dire que l'avancé, c'est pour tout ce qui est plutôt pour la santé, c'est ce qui nous concerne. Donc pour les consentements, pour les devis et tout ça. Donc d'avoir cette trace-là. Pour le moment, c'est pas intégré. Et là, ce qu'on va faire, d'ailleurs, j'ai entre guillemets, on va mettre en place un partenariat avec YouSign pour proposer avec un forfait qui est tout à fait correct en termes de prix. J'ai négocié de façon à pouvoir tout traiter en signature électronique. Donc ce qui me paraît logique. Le problème de YouSign, effectivement, alors c'est le coût, parce que quand tu commences à regarder le coût en perso. Le coût en perso, ça revient assez cher. Hein. Ça revient assez cher. Et en fait là, moi avec YouSign, le but du jeu, en plus sont français, donc c'est vrai que je leur ai dit, moi je préfère travailler avec une boîte française sur cette partie-là. Et il faudrait qu'on arrive en fait à pouvoir proposer quelque chose à un tarif acceptable pour qu'il y ait le moins de friction possible et que la majeure partie des dentistes l'utilisent. Donc ça c'est une première partie. Et ensuite on va, entre guillemets, on va intégrer tout ça. On a prévu aussi une interface pour les patients sur lequel il y aura tout qui est centralisé en fin de compte, tous les documents, donc tous les appels qui étaient passés parce qu'ils ne trouvent plus leur mail, parce qu'on en reçoit on reçoit des séparés, tout ça. Là, ils auront tout leur devis, toutes leurs factures. Voilà, ils pourront plus entre guillemets plus les perdre. Et puis ça sera synchronisé. Donc si le patient il ajoute quelque chose dans son espace, ça sera directement synchronisé avec son dossier côté cabinet. Ça, moi, je l'avais sur mon logiciel américain qui s'appelle TDO. Et eux, ils fonctionnaient différemment. Parce que toi, tu vas être en SaaS, d'après ce que j'ai compris. Et eux, en fait, ton ordinateur devenait un serveur. Alors, c'était pas tout. Ils avaient commencé comme ça. Après, ils ont fait un serveur cloné. C'est-à-dire que avec un clonage qui se faisait en temps réel, quasiment, à la minute. Donc, ce qui fait que le patient allait sur son espace, comme ça lui évitait de rentrer chez moi quand même, il allait sur son espace dans le cloud, il rentrait le questionnaire médical, ses informations, le truc, et hop, ça revenait dans mon serveur à moi. Donc ça, c'était cloné. Et ça, tu vois, on l'a perdu parce qu'on a changé de logiciel, et ça me manque. La deuxième chose pour laquelle c'était intéressant, c'était qu'on déposait tous les questionnaires, les comptes rendus, par exemple, les comptes rendus opératoires étaient déposés. Nous, ils étaient enregistrés dans l'ordinateur et ça envoyait automatiquement un mail au patient ou au praticien en disant vous avez votre compte rendu qui est prêt. Et j'ai demandé aux Américains pourquoi ils faisaient ça. Ils disaient parce que les trois quarts des gens avaient une adresse en Gmail. Où tu es quand même très très loin d'être protégé sur la protection des trucs. Et il dit en fait, à partir du moment où vous envoyez sur un Gmail, vous êtes responsable si jamais il y a une perte ou il y a un détournement du truc. Et puis les hackers. Il dit par contre, quand le patient va lui-même ou le praticien va lui-même chercher le truc, vous transférez la responsabilité. Et ça, c'était pas con. Et puis surtout, on envoyait, je veux dire, sur le plan écologique. Il y a ça aussi. Putain, c'est qu'on envoyait une pièce jointe, c'est minimum, allez, on va dire 2-3 mégas avec des photos, des images. Nous, on en envoie au cabinet entre 15 et 20 par jour, entre les comptes rendus, les trucs, les machins. Ça en fait 100 par semaine. Enfin, t'as vite fait le calcul. Et ça monte vite. Toujours, oui, mais un mail, c'est que dalle, machin. Putain, ça plus ça, c'est sur le plan écologique, ça n'a pas de sens. Oui. Ouais, non, mais en fait, tout s'ajoute. C'est-à-dire que c'est que du détail. C'est-à-dire que sur chaque point, sur chaque action qui est faite, si on la découpe, on peut en optimiser une partie. Et tu vois, je reviens là sur l'espace patient. Nous, on va permettre en fait que le patient puisse prendre connaissance de son devis avec les explications associées. Donc, on va créer en fait un petit module à côté qui crée en fait des explications personnalisées pour le plan de traitement qui est fait, des consentements personnalisés pour le plan de traitement qui est fait, et non plus des templates toutes faites basiques, où des fois en fait 50% du consentement
ne concerne absolument pas ce qui va être fait. Et en fait, on retransforme les choses pour que le patient il puisse prendre connaissance de tout ça. C'est tellement plus agréable qu'il prenne. De toute façon, un devis, quand il le regarde, il comprend rien. Il y a que des lignes et Même des moi, je codes. comprends rien. Moi, je comprends Et pas. on se retrouve avec X lignes, alors que c'est pas forcément très compliqué. Et en fait, là, le but du jeu, c'est que tu as une transparence du côté patient aussi, c'est qu'il ait accès à cette information d'explication le plus facilement possible. Il est accès à la prise de conscience par rapport au consentement et à l'aval maintenant où il faut tenir ces dossiers on va dire de plus en plus à jour parce que il y a de plus en plus de plaintes, on le voit, et la majeure partie des plaintes elles sont liées à des défauts de communication. Et donc là, ça supporte en fait, c'est pas pour venir enlever les explications durant le rendez-vous avec le praticien, c'est vraiment pour compléter, parce que quand on explique les choses au patient, très souvent il arrive chez lui, il a retenu que les 3 derniers mots. Donc, on va se dire, bon, j'ai un implant à faire, j'ai une couronne à faire, j'ai une endo à faire. Et en fait, il a retenu que la fin. Et donc là, ça vient répéter les explications de la manière la plus simple possible. Mais en plus de ça, comme on va intégrer cette signature électronique directement dans l'espace patient, il pourra tout faire de chez lui. C'est-à-dire que il signe son devis, il signe ses consentements, il signe son échéancier, il organise de lui-même ses paiements par rapport à ce qui a été aux possibilités offertes par le cabinet. Et en fait, ça enlève, tu vois, toute la partie rendez-vous administratif du côté CAP. Puis en plus de ça, lui, il va pouvoir le faire tranquillement chez lui, sur son canapé, en parler à son mari ou à sa femme, à regarder ça ensemble, parce que c'est la majeure partie qui est faite. C'est-à-dire que quand les gens ils reçoivent un traitement, ils en parlent à leurs proches, ils en parlent. Alors, avec un truc, alors moi je suis à 100%, Tu vois, je suis à 100% d'accord, et ça, l'idée, je la trouve excellente. Après, tu vas avoir une contradiction où justement les gens t'expliquent que la partie discussion et justement sur les échéanciers, etc., tu peux convaincre un patient, plus facilement convaincre un patient en lui expliquant, voilà, ça c'est la partie purement commerciale. Le fait de le déléguer à quelque chose que tu vas faire chez toi sans avoir quelqu'un qui te motive à motiver avec l'assistante administrative, commerciale, etc. Voilà. Est-ce que ça peut être un frein? Pour l'instant, on ne sait pas en fait. En fait, comme je l'ai dit, en fait, ça vient pas enlever une partie au cabinet sur cette partie-là, sur la partie explication en fait. Ça vient la compléter et la répéter. D'accord. Donc c'est-à-dire que ça enlève pas du tout le fait que de prendre 20 secondes, 30 secondes pour dire au patient, en fait ça va plutôt être un changement un peu de discours, de s'adapter justement pour compléter cette partie entre guillemets commerciale au niveau du devis, où on dit, ça va dire, voilà, on va faire ça pour gérer votre problème. Vous allez recevoir dans votre espace un devis avec les explications associées. Et puis, vous allez aussi pouvoir choisir la façon dont vous voulez payer. Donc, est-ce que vous voulez payer en one shot? Est-ce que vous aurez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois? En fait, ça vient compléter. Et de dire ça a pris 5-10 secondes, mais ça vient répéter quelque chose. C'est-à-dire que il faut pas se dire, ça vient entièrement enlever remplacer. cette discussion qu'on a avec nos patients. Si ça enlève totalement la discussion, entre guillemets, comme tu l'as dit, c'est raté. Mais le but du jeu, c'est que ça vienne répéter. Et que derrière, par contre, le patient, il n'ait plus besoin, tu vois, de revenir au cabinet, de faire X chèques et tout. Voilà. Là, ça va préenregistrer et ça va faire les paiements. Ok. Et il y avait donc donc là il y a la connexion cabinet-patient, patient-cabinet qui se fait tout seul. Et puis la troisième chose que tu proposais, que je trouvais ça assez intelligente, même si on a du mal à la concevoir conceptuellement, c'est la connexion cabinet-cabinet. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que on a en fait, le plus gros truc de ce logiciel, c'est la partie architecture. C'est-à-dire que on a une architecture qui fait que on va pouvoir
donner des accès personnalisés. Voilà. Il faut que le patient ait accepté. En fait, on va pouvoir inviter les praticiens pour construire un plan de traitement ensemble. Donc, c'est-à-dire travail collaboratif, suivre chacun de ceux qui sont intégrés dans le plan de traitement défini. Ils pourront suivre l'évolution des rendez-vous chez l'un, chez l'autre, etc. Donc, tu as une meilleure transparence de se dire, ah ben tiens, le patient a été vu par le correspondant tel jour, etc. J'ai directement reçu mon compte rendu dans l'espace patient. Voilà, donc dans le dossier patient qui est chez lui. Dans le dossier patient qui est entre guillemets dans chez son lui. logiciel à lui. Ouais. C'est-à-dire que le dossier patient, il est un peu partout et nulle part. Donc on vient donner des accès personnalisés selon le profil de celui qui veut accéder. Donc c'est-à-dire que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que l'omnipraticien qui dit au patient, voilà, moi je travaille avec tel correspondant pour tel soin. On va construire le plan de traitement ensemble, je vais l'inviter. Voilà, donc le patient, il va recevoir une notification pour donner l'autorisation d'accès. Voilà. Comme ça, c'est le patient qui conserve en fait son droit d'accès au dossier. Et vous allez pouvoir construire le plan de traitement ensemble. Et en fait, c'est du coup dans un espace collaboratif. Voilà. En fait, et cette architecture-là, ça nous donne aussi la possibilité d'avoir un dossier patient qui puisse suivre le patient tout au long de sa vie. C'est-à-dire que si le patient déménage ou souhaite changer de dentiste ou quoi que ce soit, s'il reste en fait dans l'écosystème Dr Goodman, en arrivant chez un nouveau praticien qui est équipé de Dr Goodman, le dossier patient suit. Ça ne veut pas dire que tout suit. On reste toujours dans cette personnalisation d'accès aux données. En fait, on va faire uniquement suivre, par exemple, le questionnaire médical, le schéma, les actes médicaux qui ont été réalisés, tout en gardant sans doute on écarte d'office toute la partie comptabilité, etc. Donc les paiements, les devis, les factures, tout ça, voire même le nom du praticien qui avait suivi le patient auparavant. Voilà. Donc c'est-à-dire que le nouveau praticien, quand il va recevoir son patient, avant même de le recevoir, il a déjà toutes les infos. Historique. Voilà, il a déjà son historique. Et c'est là, parce que, on va pas se mentir, aujourd'hui, quand un patient te dit « je voudrais récupérer mon dossier », tout le monde fait, ce que tout le monde fait, c'est ils impriment le dossier sur des feuilles, c'est remis au patient. Le patient, il arrive dans le nouveau cabinet, il dit voilà mon historique. Et le praticien, il va dire bah, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, on va pas rentrer toutes les infos. Donc ça part à la poubelle. Et tout le monde dit on va repartir de zéro, on va refaire un truc, et puis voilà. Donc là, entre guillemets, ça évite tout ça. Ça permet d'avoir un dossier qui est tout le temps à jour. Voilà. Il faut être dans l'écosystème, bien entendu. Mais ce qui est assez marrant, c'est que quand tu réfléchis sur le plan de la techno, on pourrait très bien dire, par exemple, moi je suis sur Logos actuellement, on pourrait très bien extraire les données que tu sélectionnes sur un fichier. Les comptables ont ça, le fichier FEC. Quand tu transfères un logiciel à un autre logiciel, tu as toutes les données qui se transfèrent. Normalement, les données se transfèrent. Tu pourrais très bien dire à un patient, plutôt que de lui donner un bout de papier, sélectionner ce que tu as envie de transférer, le transférer dans un fichier .xyz qui soit commun à tous les logiciels pour que quand le patient arrive avec sa clé USB, ou voilà, tu le remets dedans et hop, ça remet tout. Ça se fait pas, ça. Non. Réimporter des données, c'est compliqué. Enfin, c'est que sur les parties de migration et tout, mais parce qu'en fait, les données, elles doivent être. C'est-à-dire que ça vient aussi du fait que c'est un peu, tu vois, c'est pareil, c'est un peu un EHPAD, donc les bases de données, elles sont faites un peu de manière anarchique. Donc, si tu veux, la réexploitation des données, elle est compliquée. Et le transfert, quand tu changes de logiciel, le transfert des données, il se fait. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas transférer un fichier. Oui, mais comme tu dis. Parce que là, ton concept, il est sur le. C'est génial. Le truc, c'est qu'il faut que les deux aient le Dr Goodman software.
Si le deuxième l'a pas, c'est pas possible. Sur ça, oui. Bah, c'est pour ça qu'il faudrait s'équiper en Dr Goodman. Non, mais l'idée est Ah, géniale. mais Ouais, et puis il y a un autre truc, je me posais l'autre jour, je me disais, actuellement nous on travaille sur mon Logos et Endodata, oui, et j'ai testé un logiciel de lecture de radio. de Conbeam qui Ok. est assez intéressant parce qu'il te fait, voilà, tu rentres le Conbeam, le DICOM, c'est en SAS, et l'intelligence artificielle te fait un peu ce que fait Allison sur les radios, et puis surtout, il te permet de faire le compte-rendu du CBCT, tu coches, tu décoches si t'es pas d'accord. Voilà. Mais putain, tu exportes en PDF, tu réimportes dans l'autre. Il y a un moment, je me dis, tous ces éléments hyper techniques, il n'y a pas un logiciel qui va pouvoir tous les développer. Donc, il y a un moment, il va falloir penser quand même à un truc qui s'appelle les API. Enfin, moi, je vois par exemple sur Endo Boutique, on utilise Shopify. Shopify, c'est pas le Shopify qui est intéressant, c'est toutes les applications qui y a autour. Tu as une question, tu as forcément une réponse. Ouais. Et je me dis, pourquoi tous ces putains de logiciels communiquent pas ensemble à un moment donné, quoi. Bah oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est toute une raison d'exploitation de la data. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que il faut que le logiciel il soit fait pour pouvoir communiquer, il soit fait pour pouvoir utiliser la data correspondante. Donc, et entre guillemets, chez Dr Goodman, on est parti. Je suis parti à partir de là, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme tu le dis, c'était insensé d'avoir une IA où il fallait exporter puis importer. Tu te dis, c'est pas, je veux dire, autant que ça soit connecté, quoi. Et donc là, à chaque stade d'utilisation, on va être entre guillemets capable de pouvoir greffer une IA pour le besoin entre guillemets. Donc là, comme tu dis, le truc d'analyse de radio, c'est utile pour analyser la radio, c'est utile pour mettre à jour en fait, le schéma du patient à 80% parce qu'il y a toujours des éléments cliniques qui entrent en jeu et ne peuvent pas être analysés sur radio. Derrière, t'as une possibilité à ce que ça te prépare des suggestions de plan de traitement, par exemple. Libre après de changer dans cette suggestion de plan de traitement des matériaux prothétiques ou des fois des techniques ou quoi que ce soit, mais au moins, au lieu de passer 20, 30, 50 clics à créer un devis, là, ça le fait directement, on a gagné déjà 90% du temps. Il n'y a plus qu'à revérifier les choses et revérifier les choses, valider, voilà. Derrière, tu peux te dire, on a quelque chose pour maximiser l'organisation des séances de traitement. Donc, c'est-à-dire, on n'a plus besoin, entre guillemets, ça calcule tout seul les durées, en fait, on va avoir une courbe d'apprentissage par rapport au praticien en question, c'est de corréler ses habitudes et tout ça. Donc avoir des durées de maximisation des séances. Qu'est-ce que ça veut dire maximisation? Ça veut dire que souvent on passe moins de séances, on a gagné du temps de fauteuil. Si on réduit le temps de fauteuil, on réduit aussi les délais de rendez-vous. On maximise aussi son taux horaire, donc on augmente son chiffre d'affaires. Et la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires, elle est quand même assez impressionnante rien qu'avec ça. Et puis derrière, en fait, ça donne aussi toutes les informations à l'assistante pour placer les rendez-vous dans l'agenda. L'assistante n'a plus besoin d'aller voir entre guillemets le praticien pour dire ah oui, et pour le rendez-vous suivant, on met combien de temps, tout ça, etc. Donc là, tu as un calcul automatique de la durée. Et finalement, il n'y a plus qu'à choisir le meilleur créneau sur l'agenda. Et c'est là aussi où on va travailler, parce que quand on voit, en fait, quand on commence à avoir une activité où des fois on est en zone un peu sous-dotée, on se laisse progressivement avoir par son agenda, on commence à avoir un agenda qui devient chaotique et pas optimisé, tout ça parce que voilà, on fait que jongler toute la journée avec des appels et des demandes de rendez-vous, etc. Et donc il y a cette jauge en fait qui se perd entre le nombre de patients qu'il faut faire rentrer, le nombre de patients qui est en cours de traitement, etc. Et là, le but du jeu, c'est que, étant donné qu'on sait tout exactement des séances,
on peut maximiser, prendre en compte aussi en fait, les disponibilités du patient. On a toutes ces infos-là, en fait. On sait exactement les disponibilités du patient, comment on va organiser, combien de temps met le praticien pour effectuer telle séance. Et donc, on va pouvoir apporter les meilleurs créneaux, les meilleures suggestions de créneaux pour placer le rendez-vous donné. Ok. En fait, ça, mis bout à bout, on se rend compte que sur chaque partie, comme je disais, sur chaque workflow, on peut optimiser quelque chose. Voilà. Et en fait, on est au début. En fait, on va se rendre compte petit à petit qu'on peut encore plus optimiser. Et donc, on va commencer par une optimisation, puis ensuite une deuxième, et puis ensuite une troisième, etc. Et en fait, quand tout ça s'est optimisé derrière, donc on a optimisé finalement le fonctionnement, l'organisation, etc. On a optimisé la partie communication avec le patient. Voilà, c'est une deuxième chose. Et tout ça cumulé fait que en fait, on n'est plus à 15 heures semaine de tâches entre guillemets administratives hors clinique. On va peut-être on va tomber en dessous de 5. Donc passer, ça libère en fait 10 heures dans la semaine où soit on va pas traîner au cabinet parce qu'on a des choses en retard, donc on va rentrer plutôt chez soi, soit on va vouloir se dire normalement je partais entre guillemets à 19h alors que je finis mes rendez-vous à 18h, mais en fait c'est soit ça m'embête pas de finir à 19h, je vais prendre un autre patient. Tout le monde va avoir son entre guillemets sa façon de gérer en fait ce temps-là. Soit il va passer plus de temps en libre chez lui, soit il va passer ou avec ses proches ou sur des loisirs. Aller préparer il y avoir le temps de préparer un triathlon ou quoi que ce soit avec ses 10 heures semaine et c'est tout ça en fait. Donc en fait c'est comme une vision, c'est du temps qui plus on passe de temps sur ces tâches-là, moins en fait plus on perd en valeur. En fait, plus on perd en valeur d'expérience pour l'équipe et plus on perd en valeur d'expérience pour le patient. Donc, et c'est pour ça que ce logiciel-là, moi, c'est la véritable envie qu'il y a derrière, c'est que, comme je disais, ça devienne un assistant intelligent. C'est-à-dire que c'est un assistant qui est là pour tout le monde. Il est là pour le patient, il est là pour assister les assistantes, les secrétaires, il est là pour assister le dentiste. Voilà. Okay. Et là, donc là, autant concevoir des meubles, c'est un papier et un crayon. Ouais. T'as pas forcément un gros investissement financier. Autant là, pour aller monter un projet, parce que il y a du concept, il y a de la réglementation, il y a de la donnée de santé. On est en Europe, donc bientôt pour aller pisser, il va falloir demander l'autorisation. Donc tout ça, tu peux pas le faire toi-même. Là, tu es obligé de t'entourer d'experts. Un expert, c'est de l'oseille et surtout, c'est un investissement. Contrairement à des meubles où je dirais à la limite, tu vends, t'achètes, donc tu vas avoir un cash flow qui va bidouiller un petit peu sur 30 jours peut-être, mais là, avant de lancer un logiciel, c'est pas mal de sous. Il faut. Donc là, je sais que tu as lancé un appel de fonds que tu as déjà très très bien avancé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, comme tu le dis, un logiciel, il faut toute une équipe pour le construire. Il faut des experts sur chaque point. Il faut savoir dans quel cadre de réglementation ça s'inscrit. En fait, il faut tout ça. Et donc, tu as toute cette durée de construction, toute cette durée de réflexion et de construction où il faut, entre guillemets, avancer l'argent. Ça, c'est sûr. Voilà, parce qu'il faut rémunérer les gens avec qui on travaille, qui est tout à fait normal. Et donc oui, il y a une levée de fonds qui est en cours. On a fait grosso modo un tiers de la levée de fonds. On a principalement fait, en fait, j'ai principalement fait rentrer pour le moment des dentistes, en fait. Des dentistes qui croient dans le projet, qui veulent d'ailleurs que ça soit des omnis ou des orthodontistes à l'intérieur, parce que ça c'est aussi autre chose, c'est-à-dire que
je vois pas tellement pourquoi. En fait, c'est une redistribution de l'information dans les logiciels entre les besoins d'un ortho et les besoins d'un omni ou du reste. Et donc, c'est en fonction de la typologie d'activité. Bon, il faut présenter un peu les choses différemment dans le logiciel au niveau de l'interface, mais derrière, les besoins sont à peu près les besoins sont les mêmes. C'est-à-dire que tout le monde fait de la gestion de patients, tout le monde fait des devis, tout le monde a des rendez-vous, voilà, et tout le monde utilise du matériel. Donc, et donc pour en revenir à la levée de fonds, pour le moment, on a fait rentrer les dentistes. Donc, s'il y a d'autres dentistes que ça intéresse et qui veulent apporter, qui veulent voir en fait naître un nouveau logiciel qui améliore considérablement leur confort au quotidien, qui améliore leur journée, bon, il faut pas hésiter à m'écrire. Ok. Et donc là, ta levée de fonds, la levée totale, elle est de combien? Levée de fonds, on avait calculé que sur la première levée de fonds, on avait un besoin de 500 000 euros. Ok, je pensais que c'était plus que ça, moi. Non, au départ, moi aussi, j'avais fait évaluer des choses je m'étais renseigné, et je pense que c'était plus long et plus que ça. Et en fait, là, avec 500 000, le logiciel, il se lance, en fait. D'accord. Donc 500 000, tu as une preuve de concept. On a Ou un produit fini. on a plus qu'une preuve de concept, on a la première version du logiciel. D'accord, ok. Donc, Et donc, commercialisation, ouais. Ok, et pourquoi tu parles de premier levée de fonds? C'est-à-dire que tu envisages une deuxième qui te servira à quoi alors? En fait, la deuxième, on va dire que première levée de fonds, ça sert à rentrer sur le marché. Ok. Et donc, le plus rapidement possible, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est un logiciel qui est bâclé, ça veut juste dire que c'est la première version du logiciel. Un logiciel, ça ne fait qu'évoluer, sinon un logiciel qui s'arrête d'évoluer, c'est un logiciel qui dépérit et qui n'est plus mis au goût du jour, et on se retrouve comme, entre guillemets, un peu à l'heure actuelle, où on n'a pas d'évolution majeure des logiciels. Voilà. Et donc, c'est le logiciel, ça fait que évoluer. Ok. En plus de ça, entre guillemets, la deuxième levée de fonds, parce qu'en fait, on a cette architecture modulaire du logiciel qui fait que on peut brancher et débrancher un système de santé. C'est-à-dire qu'on peut, c'est pas un logiciel franco-français, c'est un logiciel qui va pouvoir être déployé quasiment partout dans le monde. Donc, on va pouvoir avoir un noyau commun et brancher un système de santé derrière. Donc, on va pouvoir le déployer. Donc, c'est aussi la deuxième levée de fonds, elle pourra aussi servir selon les besoins et la stratégie adoptée à ce moment-là, ce qui est entrepris de développement commercial à l'étranger aussi, où il faut mettre en place des équipes, il y a certaines réglementations à respecter, etc., à mettre en place sur certaines parties, sur certains pays. Et donc, c'est ça aussi. Ok. Et donc là, le projet, il est lancé. Donc, tu as déjà des mecs qui bossent dessus, Oui. sur l'architecture. Un dentiste, un praticien ou pas d'ailleurs, hein, une personne qui nous écoute et qui serait intéressé en levée de fonds. C'est-à-dire, le ticket d'entrée, il est de combien? J'ai fixé un ticket d'entrée assez bas qui est autour de 10 000 euros. D'accord. En fait, entre guillemets, le dentiste, il acquiert forcément, il va acquérir des actions. Voilà, donc il va devenir actionnaire de la société. Il peut tout à fait être un investisseur passif, c'est-à-dire il a juste mis de l'argent et ça laisse couler, ou soit en fait être entre guillemets actif, à participer, donner des idées, donner des retours, devenir entre guillemets bêta-testeur, voilà, faire optimiser tout ça. Après, à partir du moment où on met entre guillemets plus d'argent derrière, on va pouvoir donner des possibilités aussi selon implication d'avoir des actions gratuites après ou des actions après préférentielles par la suite. Okay. Voilà, ça c'est ce qui est entrepris. C'est très simple entre guillemets de devenir actionnaire. Il y a ce qu'on appelle donc lettre d'intention ou term sheet en anglais qui récapitule le nombre d'actions qui est que l'investisseur acquiert en fonction du montant. En fait, il y a 2-3 papiers à signer.
un virement à faire et c'est tout, quoi. Ok. C'est Et par rapport à quelqu'un qui a déjà un logiciel, bon, il peut, je pense, changer. oui, Là, tous les transferts de données peuvent se faire. Il n'y a pas de. oui, on va le prévoir, ça, c'est obligatoire de toute C'est façon. obligatoire de toute façon. Ok. Ouais, on va le prévoir. C'est entre guillemets obligatoire. Ça, c'est aussi un point que je souhaite faciliter en fait par la suite. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc le principe, c'est que ça soit le plus court possible et même Ouais. que ça soit du temps humain bien géré aussi. C'est-à-dire que et puis entre guillemets, il y aura aussi la possibilité, on va offrir ça, c'est-à-dire que on va créer un espèce de ce qu'on appelle un sandbox, donc un environnement de test entre guillemets où on va dire on peut pas faire de conneries, etc. Donc l'utilisateur ou le prospect, le client, voilà, il pourra prendre ses marques, pourra tester le truc, voilà, selon on va leur donner entre guillemets des connexions pour que ils testent le produit. Donc Ok. voilà, il n'y aura pas d'intégration sécu évidemment dans cet environnement de test parce que ça reste un environnement de test et c'est plus pour apprécier le produit en tant que tel, l'utiliser, le tester et avant de souscrire. Ah ouais. Alors, le dernier point, c'est que c'est un logiciel en SaaS, donc Ouais. salle phase de service, mais comment vous faites le stockage des données? Alors, une image, maintenant, ça va vite, hein, si on est fibré. Le problème, c'est un code BIM. C'est Transférer un différent. code BIM, En c'est. fait, ce qu'il y a, c'est que il faut entre guillemets séparer les choses. C'est-à-dire que tu as le stockage qui est, on va dire, classique, le dossier patient, les courriers, les devis, en fait, un peu la paperasse, plus les radios 2D, ça pèse pas très lourd. Voilà. Effectivement, je pense on mettra, pour ceux qui font beaucoup de code BIM ou quoi que ce soit, on mettra en place un environnement de stockage additionnel sur le spécifique à ce type d'activité. Les datas, il faut les mettre sur des serveurs HDS, donc données de santé. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Parce que le problème de là actuellement, on gère un code BIM, c'est à peu près 500-600 mégas. Et le problème des serveurs HDS, c'est bon l'espace, mais c'est surtout C'est la vitesse de transfert des données. C'est-à-dire que quand le tu coût, ouais. transmets 600 mégas sur un serveur HDS, c'est pas la même vitesse que si Ouais. du coup tu l'envoies sur WeTransfer. Hein. Et ça, pour moi, c'est une vraie limite. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu envoies 600 mégas, si tu veux travailler dessus, il faut que ça soit quand même assez rapide. En fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, maintenant, sur la partie radio, on le voit avec les environnements de travail les SaaS qui sont dédiés aux radios et tout ça. Donc, tu as des environnements de travail, mais qui sont plus liés en fait au logiciel de radio en lui-même que à un logiciel type, on va dire, type Smile Cloud, où tu peux mettre en place maintenant du Conbeam et et tout ça et faire de l'analyse et donc en fait il y a quand même une spécificité derrière de logiciels où à l'heure actuelle c'est quand même assez dur de se dire on va tout travailler dans le même, toutes les infos vont travailler au même endroit. Je pense qu'aujourd'hui il y a des logiciels qui sont suffisamment spécialisés et bons sur la partie justement planification de Conbeam et tout ça. Je pense pour l'implanto, je pense pour la construction des guides chirurgicaux, etc. Où là, tu as un besoin particulier quand même. Et t'es pas sûr de l'analyse entre guillemets simple et ça s'arrête là. Tu es sur de l'analyse plus planification. Et donc, Construction, ouais. ouais, c'est ça. Et là, pour le moment, c'est vrai que je pense que ça va évoluer, mais dans les années futures là. Enfin,
où on aura peut-être, oui, via API justement, Mmh. en fait, c'est plus, au lieu de stocker le code MIME, de le rapatrier sur l'environnement Ouais, Dr tu Goodman, l'accès à en distance, fait, ouais. via Dr Goodman, peut-être oui, mais tu fais travailler l'API de À ton distance. autre Mmh. à Mmh. distance. Et donc là, tu as ton code MIME qui, t'as pas besoin de le réimporter, tu le laisses là où il est dans Ouais. son Et logiciel tu à tra et proprement tu parler. transfères le Et résultat, quoi. exactement. Mmh. OK. Voilà. Et ben écoute, je comprends que tu as arrêté le cabinet, parce que ça doit quand même bien t'occuper. Puis en plus, c'est intellectuellement, tu es aux antipodes là. Enfin, c'est quand même quelque chose de très particulier d'aller discuter Ouais. avec un développeur, développer UX, parce que tu as Oui. ouais, il y a l'UX, il y a le cœur, donc avec le réseau, particulier, il y a toutes la sécu, il y a l'administratif, la compta, la Ouais. signature, c'est ouais. Ouais. 500 et 1000, ça me paraît pas énorme, hein, d'ailleurs. 500 000. Ouais, ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a mis les choses les unes à la suite des autres, là, en fait, c'est possible. C'est Mmh. possible, c'est possible, c'est possible. Donc OK. au départ, moi, j'avais prévu quasiment, je m'étais dit, bon, ça va être quasiment le double. Ah ouais, moi, enfin, comme ça, Plutôt, j'aurais pensé à 1 million, ouais. plutôt 1 million. Et en fait, là, on a la possibilité. En fait, le but du jeu aussi, c'est là où il faut pas tomber quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut pas tomber dans ces travers-là. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, je veux créer le truc parfait Mmh. dès le départ. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un truc parfait? Mmh. Et sinon, en fait, au lieu de se dire, au final, on le sort jamais, le produit. C'est-à-dire Mais qu'on tu sais passe, que c'est on à passe l'EM son. Lyon, l'EM Lyon m'avait dit: «Si tu sors le produit que tu en es content, c'est que tu l'as lancé trop tard». Oui, mais c'est ça. Mmh. Mais c'est exactement ça. Et en fait, ça peut paraître un peu paradoxal, c'est de se dire, ouais, il a lancé un truc, pourquoi il a pas mis ça à l'intérieur? Mais en Mmh. fait, ce qu'il y a, c'est que c'est du step by step, c'est marche par marche. Et si on a déjà monté 10 marches en sortant le produit, ça veut dire que d'une, comme tu l'as dit, on l'a lancé trop tard. On a l'impression qu'il est parfait au bout de 10 marches, en fait. Mais Mmh. en fait, sur un logiciel, il est jamais fini. Donc, il a toujours cette continuité d'évolution. Et en fait, il vaut mieux le lancer à marche 1 Mmh. et arriver à 10, en fait, en itérant et en y revenant, parce qu'on va avoir aussi les retours clients. On va pouvoir analyser quels sont les besoins finalement. Est-ce qu'ils vont évoluer les besoins? Parce que la marche 10 à un instant T, c'est pas forcément la marche 10 à C'est partir, sûr. quand on a déjà lancé un produit. Donc, se dire ça me prend une année de plus pour arriver à marche 10 et le sortir à marche 10, au niveau de la 10, voilà, quand on est arrivé à marche 10, heu, en fait, on n'en sait rien. C'est ça le Mmh. truc, on n'en Ouais, sait c'est rien. sûr. Puis tu sais pas ce que la sécu va te sortir dans 5 ans. Tu sais pas, Il y a ça aussi. ce que la réglementation va t'imposer dans 6 ans. Donc non, non, je suis assez mais c'est vrai que c'est assez frustrant, parce que quand tu as un premier logiciel qui sort, tu dis: «Putain, les mecs, ils nous ont vendu du rêve», et puis en fait, ouais, il y a nom, prénom, adresse, quoi. Mais et c'est ça qui est et tu dois le vendre. Tu dois le vendre pour pouvoir faire rentrer de l'oseille, pour relancer la machine, et c'est vrai que sur la techno, en fait, nous, on attend, un truc parfait direct qui est très, très, très disruptif. Oui, Heu, mais en fait, si tu vois, si pour reprendre l'exemple de SmileCloud. SmileCloud, je sais mmh, pas si tu connais, c'est ouais, du mmh, digital smile design. C'est le concurrent de DSD. Mais en fait, le truc, quand on regarde les choses a posteriori, quand c'est sorti, mmh, c'était pas parfait, en fait. mmh, On oublie. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on oublie. On oublie de là où c'est sorti. À partir du moment où c'est sorti, mmh. en fait, il faut qu'au moment où ça sorte, ça soit suffisamment bon. Et puis, il faut aussi tu vois, amener les clients vers une participation à faire changer les choses. Donc, Mmh. c'est-à-dire que tu vois, pour le logiciel, justement, il faut faire comprendre aux clients qu'il y a une évolution qui est colossale à faire. Donc, et les amener entre guillemets, dans ce voyage. C'est comme un voyage où on le fait tous ensemble, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui sort le produit en quelque sorte, et puis après, mais il y a tout le monde qui participe sur les retours, etc. Et c'est comme ça qu'on construit un produit.
C'est comme ça que on le fait évoluer, parce que quand on construit le produit, on s'imagine un ordre de priorité à faire, voilà. Et c'est pas forcément le bon, en fait. C'est-à-dire que les gens, les clients, ils vont peut-être attendre une autre priorisation dans les fonctionnalités à intégrer. Donc ils vont se dire, non, mais c'est pas celle-ci que je voulais au départ, c'est plutôt celle-là, voilà. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est aussi important de sortir un produit assez rapidement et d'embarquer les gens dans entre guillemets dans ce voyage, et à ce qu'ils aient entre guillemets fondamentalement envie de construire ce projet à plusieurs, et à le faire évoluer pour que ça corresponde au mieux aux besoins du quotidien. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est un projet qui aura réussi. Ok. Et là, donc le premier lancement, alors sans parler des bêta-testeurs, c'est tu anticipes à quoi? Mais là, on a fait, alors le dev est en cours. Là, on peut déjà, pour ceux qui le souhaitent, me contacter pour que, en fait, je leur donne accès à la maquette, pour naviguer un peu dans l'interface et tout ça. Et puis ensuite, la date de sortie, entre guillemets, à l'heure actuelle, elle va être courant début 2026, quoi. À peu près ça. Ok, donc ouais, c'est assez proche, hein, un an, c'est pas... Donc c'est... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y aura aussi de fait l'intégration avec pour la sécu, carte vitale et tout. Et voilà. Et puis ça dépend aussi forcément de la levée de fonds, etc. Ouais. Donc Ok. ça c'est automatiquement lié. Il n'y a pas de secret là-dedans. C'est si plus vite la levée de fonds, plus vite on arrive à embarquer des gens de plus en plus en fait dans ce projet-là, plus vite ça sort, hein, ça c'est sûr. Plus vite ça sort, Ok. c'est sûr. Eh ben écoute, c'est quoi pour l'année prochaine? C'est quoi ton projet? Monter des fauteuils? Non, Là, ça celui-là, il va t'occuper un moment, je pense. Là, celui-là, il est assez costaud, mais en fait, il est tellement intéressant. Ouais. Il est tellement intéressant. Surtout en plus à l'heure actuelle, on vit quand même une transformation digitale transformation numérique qui est assez folle. En fait, on est au tout début de la nouvelle révolution informatique. T'as toujours été très geek ou c'est devenu... Non, pas plus que ça, pas plus que ça. Non, non, là, en fait, j'ai pris le temps d'apprendre à communiquer avec justement tout cet univers tech et tout ça, à savoir de quoi on parle, à tenir des discussions, de façon à aller de l'avant, à essayer de comprendre pour prendre les meilleures C'est décisions. compliqué de discuter avec eux. Hein. C'est un langage particulier. Comme nous, quand on discute entre dentistes, on a tous nos termes en fait. Hein. Là, c'est pareil, il faut les apprendre. C'est un autre langage. Mais en fait, d'ailleurs, moi ce que je trouve super intéressant, c'est que déjà le type de profil est très très différent de dentiste. Et ça ouvre en fait des perspectives de discussion. Tu vois, hier soir là, j'étais au resto avec un autre entrepreneur de Toulouse, et en fait, on a discuté entrepreneuriat, on a discuté lancement, on a discuté business parce que ça rentre dans le jeu, on a discuté un peu de tech, on a discuté un peu de tout ça. Donc en fait, c'est des discussions qui sont vachement enrichissantes, vachement diversifiées. Parce que même les techs, en fait, pour certains profils, ils sont tout à fait conscients de la nécessité entre guillemets business qu'il y a derrière. Business et de la nécessité de l'expérience sur la finalité du produit, en fait. Expérience utilisateur. Ouais, exactement. Ça, c'est un truc. Ce que me disait toujours un mec, il dit si tu fais un produit pour toi, il va crever. Si tu fais un produit pour les autres, tu le vendras. Et souvent, il y a une différence, c'est-à-dire qu'il faut trouver vraiment
le bon équilibre entre ce que toi, tu as envie de faire et Mmh. ce qu'attendent les gens, en fait. Oui, Et ça, c'est parfois difficile parce que on voudrait convaincre les gens d'aimer ce qu'on veut, ce qu'on nous, on souhaite, et alors que c'est pas forcément leur attente. Et ça, c'est... Et c'est justement, ça. à propos d'entrepreneuriat, tu fais partie d'un réseau, d'un cercle d'entrepreneurs ou tu es vraiment solo? Là, non, je suis en contact en fait avec pas mal d'entrepreneurs. Mmh. On n'est pas forcément tous, sur Toulouse, mais c'est ça aussi qui est enrichissant, tu vois? Mmh C'est mh. c'est c'est que tu prends des sons de cloche qui sont différents, ils sont sur différents projets, différents, ouais, secteurs, en fait, secteurs. Mmh. Donc ça aussi, c'est vraiment, c'est entre guillemets, c'est vraiment un gros plus parce que, forcément, on a des situations qui ont déjà été vécues par certains, Mmh. qui se rapprochent, voilà, et donc ça permet de discuter aussi de ça. Hem, Puis même tu rencontres du monde et petit à petit, en fait, tu te rends compte que tu t'ouvres à un nouveau monde de Mmh. discussion et qui est totalement différent des fois de ce qu'on peut connaître en santé. Hem, ouais, et ça, c'est top, je trouve. Ça, Ah ouais, c'est non, top. mais c'est super enrichissant, ouais, c'est super enrichissant. Et ben écoute, ça c'est bravo en tout cas, parce que c'est se relancer là-dedans, faut la foi. Est-ce que, juste pour terminer, est-ce que tu aurais un bouquin, justement qui ou un truc, une vidéo ou n'importe quoi qui, voilà, qui t'a inspiré pour te donner la force, parce que ce qui est assez intéressant quand on mène la discussion avec toi, tu t'en rends pas compte, c'est qu'en fait, tu as pas peur de la limite. Tu vois, je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que en tant qu'entrepreneur, et c'est ma difficulté personnelle, je travaille dessus, c'est d'avoir peur du très grand. Et quand tu me parles d'InVision et que tu me dis, bah en fait l'idée c'est 10 millions d'euros à l'international et puis voilà, donc ça va se faire. Mmh. Quand je te parle de Dr Goodman, bah, de toute façon, il faut être capable de se brancher sur un service de santé extérieur parce que c'est comme ça que ça va faire. Et ça, c'est une force en fait. C'est une force. Où est-ce que tu vas puiser cette non-peur du grand? Je sais pas tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien sûr. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, je comprends tout à fait, heu et et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est entre guillemets, je trouve, entrepreneur, en fait, il faut avoir foi en ce qu'on veut faire. Mmh. C'est-à-dire que on a vu ce qu'il était possible de faire, on a imaginé ce qu'il était possible de faire et en fait, il faut tendre vers ça. Même si des fois, on va pas forcément y arriver, mais en fait, c'est l'objectif Ouais. et il faut se forcer, entre guillemets, à se dire: «OK, c'est quoi ma vision hors contrainte?» Voilà. Si j'ai aucune contrainte, c'est qu'est-ce que je veux faire? Voilà, et en fait, à Ouais, non, mais partir c'est une force, hein, je peux te le dire parce que et moi j'ai les mains dedans et au quotidien et je dis: «J'aimerais bien faire ça», puis tu te dis: «Ouais, mais qui je suis?» Là, en fait, je ressens à mon niveau, le syndrome de l'imposteur que ressentent les endos que je forme, les ah oui, jeunes. Alors je dis: «Mais il faut pas avoir peur». Mais comme quand tu y es arrivé, tu dis: «Tu as pas à avoir un syndrome de l'imposteur». ouais, Et moi, ma vision d'Endo Boutique, par exemple, c'est vraiment d'être le leader de la vente de produits d'Endo en Europe. Et ouais, puis je me dis: «Ouais, mais bon, il y a de la concurrence, puis comment ils vont me connaître?» Tu vois? Il y a cette peur, j'ai 54 balais, ouais, j'ai pas encore réussi à péter ce plafond de verre, ouais. Et quand je discute avec toi, là, ça fait 1 heure et demie qu'on discute, un peu plus, mais et c'est vraiment ce qui me revient, à me dire: «Putain, en fait, le mec, on pourrait dire: "Ouais, il est complètement mythomane, il se prend pour qui?"» En fait, pas du tout. Et ça, dans les réseaux d'entrepreneurs que je fréquente, ils ont tous unanimes. Ils me disent: «Mais il faut avoir peur de rien, c'est quoi ton problème? Tu y arriveras pas, peut-être pas, mais oui, rêve». mais Ouais. en fait, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut décorréler la vision du, heu, du du entre guillemets «des petits pas». On dit qu'il Mmh. faut avancer pas à pas, voilà, et que si on avance 3 pas par 3 pas, on n'y arrive pas. En Mmh. fait, c'est-à-dire que au loin, on voit la vision et ensuite, il faut la redécouper, voilà, et se dire: c'est quoi ma toute prochaine étape?» Voilà, c'est quoi mon prochain pas? Et et en fait, en faisant le prochain pas, déjà, on n'a plus trop le syndrome de l'imposteur parce qu'on se C'est dit vrai. pas on voit pas la en fait, c'est pas la vie on veut pas faire un pas vers la vision, on fait un petit pas qui nous rapproche, tu sais, de la vision.
Voilà. Et en fait, déjà, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et après, c'est de se dire, est-ce que finalement, j'ai gardé le cap vers ma vision? Voilà. Parce qu'elle peut évoluer aussi, hein. C'est ça aussi la force de l'entrepreneuriat, et c'est de se dire, c'est d'être flexible et malléable et de s'adapter, de pivoter, etc. S'il y en a besoin. Mais il faut pas se dire, je fais un grand pas pour atteindre ma vision. Il faut se dire, c'est quoi ma prochaine étape pour me Pour me rapprocher, en rapprocher, fait. ouais. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus simple. T'as plus entre guillemets ce syndrome de l'imposteur. Effectivement, moi, si j'étais là en train de me dire, oui, il faut que le logiciel il soit comme ça, direct, et que il faut que je me retrousse les manches et pour le faire. Bon, bah, effectivement, moi, j'ai pas les capacités, entre guillemets. Mais par contre, le but du jeu, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui travailler, pour atteindre cette vision-là. Voilà. Et forcément, il faut aller piocher les compétences autour de soi. Il faut aller attraper les expertises autour de soi, et pour faire cette suite de petits pas. Et en fait, la vision, la vision, elle est lointaine, et c'est de se dire, oui, pour Dr Goodman, je veux que ça soit, par exemple, le prochain logiciel, leader sur le marché, tu vois. Okay. Et entre guillemets international. Et de se dire, voilà, et entre guillemets, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça? Donc ça veut dire qu'il faut que je puisse m'adapter à n'importe quel système de santé. Comment je construis mon architecture à partir de là? En fait, c'est plus peut-être pas ouvrir des portes, mais ne pas s'enfermer. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc je reviens à ma question, c'est qu'est-ce qui t'inspire ça? Parce que ça t'est pas venu tout seul. Hein. C'est pas genre en regardant Netflix, donc t'as forcément des choses qui t'inspirent là-dedans. Ouais, ben en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a plein d'entrepreneurs. En ce moment là, ce que j'aime bien, c'est de regarder le podcast, même il se fait sur YouTube aussi, la chaîne Silicon Carnet. Ok. Silicon Carnet, qui est entre guillemets géré par Carlos Diaz, qui est un entrepreneur qui est maintenant qui est plus un business angel, et qui est dans ASF. Et en fait, toutes les semaines, il y a un podcast qui sort avec le vendredi matin, et sur l'entrepreneuriat et tout ça. Mais du concret, en fait, il n'y a pas de bullshit, il y a pas de, tu vois, il y a pas de langue de bois. Donc silicone comme silicone, et carnet comme. Ouais. Et ben écoute, ça va m'en faire un de plus. Ça c'est top. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux t'inscrire à son Substack. Il y a, on va dire, une communauté derrière avec qui, tu vois, on est sur des comme une WhatsApp community, tout ça, ou sur Discord, avec qui on discute. Donc, c'est pas mal Substack. C'est marrant parce que ça a été plus pendant un moment, au début, un truc pour faire connaître les newsletters des mecs qui en faisaient. Et je trouve que, tu vois, c'est pareil, ça a été un mec, il a eu une vision, tu sais pas pourquoi, parce que il aurait pu se dire, écoute, il y a déjà Facebook, il y a LinkedIn, il y a machin. Et j'ai vu que tu étais devenu tu commençais à être actif sur LinkedIn. Ouais, j'ai commencé là. J'ai vu ça. Mais effectivement, Substack, je l'ai découvert, mais complètement par hasard. Je sais même plus comment. Si, parce que j'ai fait une formation de 6 mois là sur l'IA. Ouais. Et la fille avait justement envoyé son lien en disant suivez ma newsletter sur Substack. Bon, elle a toujours pas fait la newsletter, mais j'ai découvert ça comme ça. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Et non, en plus c'est propre sur Substack. Il y a plein de. En général, ce qui sort et tout en newsletter, c'est quali, quoi. Ok. Et écoute, je vais aller écouter déjà le podcast parce que moi, j'adore les podcasts. Ouais. Et ok. Et écoute, David, merci infiniment. Merci à toi. Tu reviendras dans 2-3 ans. Donc voilà. Donc pour te contacter, donc pour les meubles, c'est InvisionDS, INVIZIONDS.com. Et donc pour les gens qui seraient intéressés pour Dr Goodman, le logiciel, et éventuellement devenir actionnaire, on te contacte sur quoi? On a d'ailleurs on a commencé à lancer on va dire la première version du site web. Donc c'est sur drgoodman.co. .co, ok. Voilà, donc drgoodman.co.
Et en fait, directement sur le site, on a lancé la première version du site et sur le site, on peut me contacter si jamais on devait devenir investisseur. On peut me contacter si jamais, d'ailleurs, il y a des entreprises de coaching, parce que étant donné qu'on va avoir toute la data dans le logiciel, ça pourrait être aussi intéressant de faire des partenariats avec des organismes de coaching. Et on peut aussi se mettre en liste d'attente, donc pour le logiciel, sachant que les 100 premiers utilisateurs auront des avantages, des bénéfices à être les premiers à utiliser. Eh bien, écoute, drgoodman.co et non pas .com, puisque le .com, c'est quand ça sera commercialisé. Pour l'instant, tu es en CO. Ouais, ben, écoute, merci infiniment. Toi, on a fait presque 2 heures, alors qu'on s'était dit 1h30. C'est ça. Et quand c'est agréable, on reste. Je te souhaite tout ce que tu mérites, parce que c'est... Merci, Stéphane. Faut en avoir pour arrêter son activité. Faut avoir des rêves et croire en ses rêves. Et c'est pas que des phrases, parce que moi, pour le vivre au quotidien... j'estime que c'est pas si simple de croire en ses rêves, et c'est une force en tout cas, voilà. Et d'ailleurs tous ceux qui ont réussi sont partis comme ça et se sont jamais posé de questions. Voilà. Merci à vous tous et à tous, vous toutes et tous, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode, et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt et bon week-end. Merci à tous.